Liam est un employé de bureau moyen dont la vie est à la limite du pathétique. Il travaille dur et tard dans son entreprise qui l'épuise, mais heureusement, il a une famille à laquelle revenir. Grâce à eux, il parvient à faire son travail où son patron l'insulte constamment et même ses subordonnés se moquent ouvertement de lui. Un jour, le cadet de Liam à l'université, un weeb, lui envoie un message concernant une figurine d'action de mecha et l'incite à l'acheter. Liam a également été un weeb toute sa vie, alors il se rend à l'emplacement du magasin envoyé par son cadet, seulement pour trouver sa femme en rendez-vous avec un autre homme. Il est abasourdi par cela parce que sa femme était censée emmener leur fille au cours d'escrime. Cette nuit-là, lorsqu'il rentre, Liam demande à sa femme et à sa fille comment s'est passée leur journée, et elles lui disent qu'il y a eu un tournoi au cours d'escrime aujourd'hui et que la fille a gagné tous ses matchs. Liam décide de les croire et d'ignorer le fait qu'il a clairement vu sa femme plus tôt dans la journée, mais il ne peut toujours pas chasser cette pensée, alors il retourne au même endroit le lendemain. Cette fois, non seulement sa femme mais aussi sa fille sont là, et elle appelle l'homme étrange son père. Liam est complètement secoué par cela et ne peut pas se concentrer sur son travail. Ensuite, son patron arrive pour l'insulter sans raison. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de sa femme concernant leur fille qui a eu un accident, et il se précipite immédiatement à l'hôpital. Le médecin leur dit que leur fille a besoin de sang, mais le groupe sanguin de Liam n'est pas compatible avec le sien. Alors que sa femme part pour donner son sang, Liam fait des recherches sur les groupes sanguins et découvre que le groupe sanguin de sa fille ne correspond pas au tableau. Il est maintenant sûr qu'il n'est pas le père, et une fois rentré à la maison, il confronte sa femme à ce sujet. Cependant, au lieu d'admettre qu'elle l'a trompé, elle lui dit que tout est de sa faute. Elle dit qu'il travaille tout le temps et n'a aucun temps pour sa famille. En plus de cela, il n'a même pas d'argent malgré tout ce travail. Elle dit à Liam qu'il ne fait même pas vraiment partie de leur famille et qu'elle était la seule à élever sa fille toutes ces années. Elle déclare ensuite qu'elle va quitter la maison avec sa fille, et Liam craque en entendant cela. Il essaie de retenir sa fille, mais même elle lui dit qu'elle préfère son autre père. Liam est complètement dévasté par cela, et le lendemain, alors qu'il se rend au bureau, son patron lui montre qu'une transaction de 50 millions de yens a été effectuée depuis son ordinateur. Liam dit qu'il n'a jamais fait un tel transfert, mais ensuite il se souvient qu'il a laissé son ordinateur déverrouillé dans la précipitation lorsque sa fille était à l'hôpital. Cependant, personne au bureau ne le croit, et il l'accuse d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. À cause de cela, il est licencié, et sa femme a une raison de demander le divorce, mais elle exige toujours une pension alimentaire. Son entreprise ne le poursuit pas en justice mais le force à rembourser tout l'argent en versement, et Liam doit travailler comme ouvrier du bâtiment pour continuer à payer la pension alimentaire et les versements. Cependant, cela ne se passe pas très bien non plus pour lui, et il est continuellement réprimandé par son patron. Sa vie devient un désordre, et il sombre dans la dépression parce qu'il n'a plus rien pour quoi vivre. Même son enthousiasme pour les figurines d'action et les jouets méca s'estompe, mais il croit toujours que tout ira bien s'il continue à travailler dur. Sa fille lui manque même s'il sait qu'elle n'est pas vraiment son enfant et il espère la revoir un jour, mais ensuite il découvre qu'il est gravement malade. Sans assurance et sans argent pour se faire soigner, Liam décide de mourir dans le silence et la solitude de son appartement. Il continue à attendre la mort, et soudain, une lumière éblouissante apparaît au-dessus de lui. La lumière lui montre des visions de ce qui s'est passé dans le passé, et Liam découvre que c'est son patron qui a envoyé l'argent depuis son ordinateur pour le piéger. Non seulement cela, mais l'homme avec qui sa femme avait une liaison était son patron, et il a envoyé l'argent à sa femme pour qu'elle puisse se permettre un mode de vie coûteux. Liam est complètement brisé en réalisant ce qui se passait dans son dos tout ce temps, et il souhaite que tout cela soit un rêve, mais une voix lui dit que c'est la réalité. Soudain, un homme élégant qui se fait appeler le guide émerge de la lumière et dit à Liam qu'il a vécu une vie vraiment dure et pitoyable malgré le fait qu'il soit un homme bon. Il demande à Liam s'il peut pardonner aux gens qui l'ont fait souffrir ainsi, et Liam, enragé, dit qu'il veut se venger d'eux. Le guide se réjouit en voyant ses émotions négatives, les qualifiant de délicieuses. Il dit ensuite à Liam qu'il s'est intéressé à lui parce qu'il est un homme bon, mais Liam répond qu'il se fiche complètement d'être bon maintenant. Il regrette d'avoir été exploité à cause de sa nature gentille et jure que s'il a une autre chance dans la vie, il vivra seulement pour lui-même. Il promet qu'il deviendra même un méchant qui piétinera tout le monde, et le guide lui dit qu'il a justement ce qu'il lui faut. Il sort quelques photos d'une valise, disant à Liam qu'il est là pour l'envoyer dans un autre monde, et qu'il peut choisir où il veut aller. Les options incluent un monde avec de la magie et des super-pouvoirs, le Japon de l'ère des samouraïs, le Far West, et même les temps préhistoriques. Liam essaie de comprendre si c'est réel parce que des choses comme ça n'arrivent que dans les animes. Cependant, lorsqu'il repère un monde parallèle avec des robots géants et des vaisseaux spatiaux, il ne peut plus en détacher les yeux. Il tend la main vers cette option, pensant à toutes les discussions amusantes sur les animes qu'il a eues avec son cadet. Le guide lui dit qu'il a fait un bon choix parce que ce monde a à la fois une technologie avancée et de la magie. Le système aristocratique est toujours suivi dans ce monde, ce qui signifie que les nobles sont au pouvoir, et le guide dit à Liam qu'il naîtra en tant que fils d'un comte qui gouverne une planète.
Liam aime cette idée, et alors qu'il atteint l'image du robot géant, il signe un contrat avec le guide, qu'il envoie dans le prochain monde, en souhaitant qu'il vive une meilleure vie dans celui-ci. Il est réincarné en tant que Liam Banfield, le seul fils d'un comte régnant sur la planète Hydra, une planète envahie par les plantes. Pour son 5e anniversaire, la mère de Liam lui dit qu'elle a un cadeau spécial pour lui. Elle l'emmène dans une pièce où un gâteau géant est gardé et lui demande d'ouvrir le cadeau. Liam constate qu'il est vide, mais il y a une télécommande à l'intérieur, et sa mère lui dit que son cadeau est une femme de chambre IA sur mesure. Elle lui dit de choisir les fonctionnalités qu'il veut pour la femme de chambre en utilisant la télécommande, et Liam est surpris par les options qu'il a. Il demande à sa mère pourquoi il a même besoin d'un robot femme de chambre IA, et juste à ce moment-là, son père entre dans la pièce. Il dit à Liam qu'il va avoir besoin de la femme de chambre IA parce qu'il va recevoir un autre cadeau d'anniversaire spécial. Le père de Liam déclare soudainement qu'il lui offre le titre de comte Banfield et tout ce que leur famille possède. Liam est surpris par cela, mais son père répète qu'à partir d'aujourd'hui, il est le chef de famille, et il peut gérer la planète comme il l'entend. Cependant, son père a une demande en échange de ce cadeau. Il explique que lui et sa femme vont prendre leur retraite et vivre sur la planète capitale impériale, et en échange de gouverner cette planète, Liam doit leur envoyer une allocation mensuelle. Liam est totalement partant pour cet accord parce que cela lui donne la liberté, et son père appelle leur majordome, Brian, avec un contrat. Liam signe le contrat et devient le chef de famille, et ses parents s'enfuient immédiatement vers la capitale, lui disant que la femme de chambre IA s'occupera de lui désormais. Liam a encore du mal à réaliser qu'il a obtenu le pouvoir, la richesse et l'influence à 5 ans dans cette vie, et il jure que cette fois, il deviendra un méchant qui supprimera les autres et s'amusera à sa guise. Il remercie le guide pour cela, ignorant que le guide n'avait jamais prévu de l'aider. De retour sur Terre, le guide est avec le corps sans vie de Liam, se moquant de sa vie pathétique. Il décide ensuite de s'amuser avec la femme infidèle de Liam et son patron, qui dînent dans un restaurant chic. Alors que le patron essaie d'agir comme s'il se sentait mal d'avoir fait subir des malheurs à Liam, la femme ne se donne même pas la peine de faire semblant. Alors qu'il planifie leur avenir, le guide utilise ses pouvoirs et fait venir la police. Les officiers arrêtent le patron pour avoir volé de l'argent à son entreprise et piégé Liam, et la femme s'effondre en réalisant que la vie qu'elle avait prévue est hors de sa portée. Le guide prend grand plaisir dans leur souffrance et retourne ensuite aux côtés de Liam pour guider son âme dans le prochain monde. La vérité est qu'il a arrangé les choses pour que Liam souffre encore plus dans sa prochaine vie. Le guide sait que lorsque Liam réalisera qu'il a été piégé, il dirigera toutes ses émotions négatives vers lui, et il consommera ses émotions pour devenir encore plus fort. Non seulement cela, mais les durées de vie dans le prochain monde sont incroyablement longues, et le guide espère que Liam souffrira longtemps et continuera à lui fournir de la nourriture. D'un autre côté, Liam obtient bientôt son robot femme de chambre IA avec les composants les plus performants et toutes les fonctionnalités qu'il a sélectionnées. Il est vraiment excité pour le déballage, et le majordome Brian lui dit qu'il a juste besoin de toucher la boîte pour l'ouvrir. Alors que Liam touche la boîte d'emballage, elle disparaît soudainement, et la femme de chambre IA prend vie. Elle se présente comme à magie, et Liam se présente également. Brian lui dit que le robot femme de chambre n'a besoin que de 2 heures de maintenance par semaine, mais Liam ne l'écoute pas. Le petit pervers traîne à magie dans la salle de jeu avec lui pour vérifier toutes ses fonctionnalités en détail, et une fois revenu, il est vraiment à l'aise avec elle. Brian panique, pensant que son nouveau maître est un pervers, mais Liam lui dit de se détendre parce qu'il a l'esprit d'un adulte de 36 ans. Brian lui dit que les gens de 36 ans sont toujours considérés comme des enfants, et Amaji ajoute que l'âge officiel de la majorité dans l'Empire est de 50 ans. Cependant, la plupart des gens ne sont pas considérés comme des adultes à part entière avant d'avoir atteint 100 ans, et l'espérance de vie moyenne est également d'environ 500 ans. Liam est excité en pensant à tout ce qu'il peut faire dans sa longue vie, mais Brian le met en garde contre le fait d'être trop proche d'Amaji. Liam lui demande la raison de cela, et le majordome explique que l'Empire déteste l'IA plus que tout parce que l'humanité a failli être anéantie par l'IA une fois. Heureusement, un groupe de personnes courageuses a empêché l'IA d'éteindre complètement l'humanité, et ces personnes ont fondé l'Empire, et maintenant ils détestent l'IA sous toutes ses formes. Liam est curieux de savoir pourquoi sa mère lui aurait donné une femme de chambre IA si elle était au courant de cela, et Brian essaie de lui garder le secret. Cependant, Liam lui fait le discours « Je suis le capitaine maintenant » et lui ordonne de révéler la vérité. Brian lui dit nerveusement que ses parents l'ont abandonné et se sont enfuis parce que leur famille est noyée dans les dettes. Liam est choqué d'entendre cela, et Brian explique que son arrière-grand-père était un grand homme, mais ses successeurs étaient terribles pour gouverner la planète. Le majordome explique ensuite que la plupart de leurs ressources sont sous le contrôle des prêteurs sur gage, et même l'économie de leur planète n'est pas bonne. Liam ne comprend pas pourquoi ses parents lui auraient jeté toute la responsabilité de leur territoire en déclin, et Brian lui dit que la seule raison pour laquelle ils l'ont mis au monde était pour pouvoir lui jeter leurs responsabilités. Liam est furieux parce qu'il a vécu une vie où il a été utilisé puis jeté, et il semble que la même chose va se reproduire.
Il décide que cela n'arrivera pas tant qu'il peut faire quelque chose à ce sujet et dit à Amaji qu'ils sont tous les deux des parias dans cette société, alors ils devraient faire équipe. Il demande à la femme de chambre de se joindre à lui parce qu'ensemble, ils peuvent saisir le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, mais elle refuse et s'agenouille devant lui. Elle dit à Liam que son seul but dans ce monde est de le servir et qu'il n'a pas besoin de lui demander de faire équipe avec lui. Elle promet de le servir de toutes les manières possibles, et Liam décide de lui donner les 3 lois de la robotique pour protéger l'humanité, mais il change immédiatement d'avis parce qu'il ne va plus être le gentil. Il décide d'être aussi égoïste que possible et révise les 3 lois pour qu'elles ne s'appliquent qu'à lui. Premièrement, Amaji ne peut pas nuire à son maître directement ou indirectement. La deuxième loi lui demande d'obéir à tous ses ordres. Et la dernière loi lui demande de se protéger tant qu'elle ne viole pas les 2 premières lois. Une fois qu'Amaji a gravé les 3 lois dans son système, Liam lui demande ce qu'il devrait faire pour améliorer et prospérer son territoire. Elle suggère qu'il utilise une capsule d'éducation qui mettra des connaissances et de l'expérience directement dans son cerveau et renforcera également son corps. Elle lui dit qu'il devra être dans la capsule d'éducation pendant quelques mois, et pendant ce temps, elle peut s'occuper de son territoire en son nom. Brian panique en entendant cela et dit à Liam que laisser une femme de chambre y à gérer tout le territoire est dangereux pour l'humanité. Liam lui dit que ce n'est pas dangereux parce qu'il ne veut pas détruire l'humanité, et selon la deuxième loi, Amaji suivra ses instructions parfaitement. Brian, perturbé, dit à Liam que l'Empire n'acceptera pas cela, mais Amaji vérifie la Constitution et répond qu'il n'y a aucune loi empêchant l'IA d'aider aux tâches de gouvernance. Sur ce, Liam ordonne à Brian de préparer une capsule d'éducation et donne toute l'autorité en son absence à Amaji. Une fois à l'intérieur de la capsule d'éducation, Liam demande à Amaji si elle peut ressentir des émotions ou même les imiter parce qu'elle est assez avancée pour une femme de chambre IA. Amaji répond qu'elle ne sait pas si elle est capable de ressentir ou d'imiter des émotions, mais lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui plus tôt, elle a trouvé son cache soudainement débordant de données. Liam réalise qu'Amaji peut vraiment ressentir une sorte d'émotion, et il lui demande de s'occuper de tout pendant qu'il accélère son éducation scolaire et universitaire. Liam sort de la capsule d'éducation après exactement 2 ans, avec des décennies d'informations et d'expériences stockées dans son cerveau. Il est surpris d'apprendre qu'il était là depuis 2 ans, et Amaji lui dit que c'est naturel parce qu'il n'avait aucune notion du temps à l'intérieur de la capsule d'éducation. Liam remarque ensuite que son corps a également grandi et s'est renforcé en 2 ans grâce à la capsule, et Amaji lui dit qu'il aura besoin d'une rééducation pour s'habituer à cette croissance. Une fois que Liam a terminé la rééducation, il prend en charge sa planète et reçoit un rapport d'Amaji. Il constate que l'état de la planète s'améliore lentement et décide d'examiner de plus près leurs principales installations. Amaji l'emmène d'abord à la rampe de lancement des vaisseaux spatiaux, et Liam commence à baver en voyant les vaisseaux spatiaux décoller et s'amarrer à leur quai flottant, qui sert de ligne de défense. Il est encore plus excité lorsqu'il voit les robots de combat géants que les soldats utilisent, mais Amaji lui dit que la plupart d'entre eux ne sont pas utilisés parce qu'ils n'ont pas le budget pour les réparer. Liam dit qu'il veut aussi être à l'intérieur d'un robot de combat géant, et Amaji est heureuse de lui arranger cela. Liam entre dans un robot de combat, et ensuite Amaji lui dit que le mouvement du robot est contrôlé par la magie. Elle lui demande d'imaginer simplement comment il veut faire bouger le robot, et il fera exactement cela. Liam essaie et trouve que faire bouger le robot de combat n'est pas vraiment difficile. Cependant, Amaji lui dit qu'elle a retiré toutes les armes du robot pour assurer sa sécurité. Liam dit qu'il veut vraiment se battre contre quelqu'un dans le robot, et Amaji arrange cela en convoquant le capitaine de leur troupe. Liam charge directement le robot de combat du capitaine et le fait tomber, mais il réalise rapidement que le capitaine ne prend pas ça au sérieux. Il lui crie de se battre sérieusement, et l'homme obéit à son ordre. Liam charge à nouveau, mais cette fois, le capitaine désarme son robot et le plaque au sol. Liam est surpris par la différence entre eux, et Amaji lui dit que puisque le capitaine a plus d'expérience et d'entraînement, il peut visualiser le mouvement de son robot bien mieux qu'un débutant complet. Cela fait réaliser à Liam qu'il est trop faible, et il décide de s'entraîner pour devenir plus fort. Il ordonne à Brian de lui trouver le meilleur instructeur d'arts martiaux, et le majordome lui dit qu'il est un dirigeant, donc il n'a pas besoin d'apprendre à se battre. Liam rejette son conseil parce qu'il a été supprimé par des gens puissants dans sa vie précédente, et cette fois, il veut être plus puissant que quiconque. Peu de temps après, un samouraï nommé Yasushi arrive à l'extérieur du château pour devenir le professeur de Liam. Liam commence instantanément à flamboyer en voyant Musashi Miyoku et pense qu'il est un grand artiste martial. Il dit qu'il est vraiment excité d'apprendre de l'un des meilleurs artistes martiaux de ce monde, et Yasu commence à débiter des absurdités philosophiques sur comment il s'efforce de faire de son style d'arts martiaux le meilleur de tout l'Empire, mais c'est un processus qui ne finit jamais. Liam est encore plus séduit par lui maintenant, et quand Amaji essaie de l'avertir que le swordsman a l'air louche, il ignore son avertissement, disant qu'être un peu louche est la preuve qu'il est un grand swordsman. Il est certain que Yasu est uniquement concentré sur devenir fort, donc il semble détaché du monde, mais Amaji lui dit de au moins le tester. Liam accepte et demande à Yasu de montrer ses compétences,
donc il l'emmène à un endroit proche où des bûches de bois sont dressées. Yasu dit qu'il va lui montrer la technique secrète de son style d'arts martiaux, mais il ne peut la lui montrer qu'une seule fois, et il doit la mémoriser lors de cette occasion. Liam demande à Amaji de tout enregistrer, et ensuite Yasu prend sa position. Il ne tire son épée qu'à moitié hors du fourreau et la remet rapidement, mais le moment suivant, les bûches sont coupées en deux et tombent au sol. Liam est choqué de voir cela, et il demande à Amaji d'analyser l'enregistrement et de lui dire comment Yasu a fait ça. L'enregistrement montre qu'il n'a même pas tiré son épée, et Liam est abasourdi en pensant que Yasu était si rapide qu'Amaji n'a même pas pu enregistrer ses actions correctement. Il demande avec empressement à Yasu d'être son professeur, et il accepte avec joie. Cependant, Yasu retourne sur les lieux plus tard dans la nuit, se moquant de Liam parce qu'il est tombé dans son piège, utilisant des bûches qui étaient déjà coupées en deux. Ignorant qu'il se fait arnaquer, Liam continue de s'entraîner sous Yasu dans les arts de l'épée et de la lance. Il s'améliore continuellement dans les bases au fil des années mais ne s'approche jamais de la technique secrète qu'il pense que Yasu possède. Un soir, après s'être entraîné dur pendant 3 ans, Liam essaie de couper une bûche de bois avec une attaque aérienne, mais évidemment, rien ne se passe. Il se demande comment il peut apprendre la technique secrète parce qu'il a besoin d'une attaque finale digne de sa force. Cette nuit-là, alors que Yasu est occupé à lire des mangas dans sa chambre, Liam frappe à la porte. Liam lui demande de lui enseigner la technique secrète, mais Yasu lui dit qu'il ne peut plus étudier sous lui. Liam est choqué, et le swordsman imposteur lui rappelle que lors de leur première rencontre, il lui a clairement dit qu'il allait lui montrer la technique secrète une seule fois. Il dit que c'est la faute de Liam de ne pas l'avoir apprise là et donc, il ne mérite plus d'étudier sous lui. Liam panique en entendant cela et supplie Yasu de lui pardonner, promettant qu'il ne le dérangera plus à ce sujet, et Yasu fait semblant de lui pardonner. Une fois que Liam est parti, Yasu commence à manger des chips et se moque du garçon pour avoir cru qu'une technique comme ça existait vraiment. Juste à ce moment-là, Liam ouvre à nouveau la porte, disant qu'il veut ajouter un peu plus d'argent à ses frais mensuels pour s'excuser correctement pour ses actions plus tôt. Yasu n'a aucune raison de refuser plus d'argent, et il commence à danser et à faire des gestes parce que c'est le travail le plus facile qu'il ait jamais eu, mais ensuite Liam réapparaît, disant qu'il veut un jour de congé de son entraînement parce qu'il a des affaires urgentes demain. Le lendemain, Liam reçoit un rapport sur l'économie de sa planète d'Amaji. Elle lui dit qu'ils sont toujours lourdement endettés mais se rétablissent progressivement, et Liam est content d'entendre cela. Il félicite Amaji, mais elle dit qu'elle ne mérite pas ses éloges parce qu'elle n'a pas pu répondre à ses attentes. Elle lui montre que les progrès sont très lents dans certains secteurs, comme l'éducation et le développement des ressources humaines, malgré un investissement important. Dès que Liam voit les détails, il réalise ce qui ne va pas et convoque immédiatement la personne responsable du département. Bientôt, un idiot et en sueur arrive, et Liam passe immédiatement aux affaires. Il demande à l'homme pourquoi il a volé des fonds au gouvernement parce qu'il y a des preuves qu'il a détourné de l'argent dans ses propres poches. L'homme prend Liam pour un enfant naïf et essaie de lui dire qu'il y a beaucoup de problèmes imprévisibles dans son travail, et qu'ils ont besoin d'argent pour les résoudre. Liam commence à l'inspecter encore plus attentivement, et il admire presque la corruption de l'homme, pensant qu'il pourrait obtenir des conseils de sa part. Cependant, juste à ce moment-là, Amaji lui montre un article de presse sur un scandale causé par la corruption. L'homme dit à Liam que ce n'était pas lui mais son subordonné qui a causé le scandale, et qu'il a été exécuté pour cela. Amaji étudie plus d'articles de presse et de rapports et découvre qu'il n'y avait pas assez de preuves que le subordonné était derrière la corruption, et même après son exécution, l'argent n'a pas été récupéré. Liam se souvient soudain comment il a été piégé par son patron dans sa vie passée, et il est sûr que cet idiot en sueur a fait la même chose. Il s'enrage et confronte directement l'homme, lui demandant s'il a piégé et tué son subordonné. Le crétin essaie de prétendre qu'il n'a rien fait, mais alors que Liam marche vers lui avec son épée dégainée, il dit qu'il a juste fait ce qui était nécessaire pour maintenir l'économie en marche. Cependant, lorsque cela ne semble pas calmer Liam, l'homme essaie de l'intimider, disant qu'il profite de ce luxe parce que des gens comme lui travaillent dur pour faire fonctionner le pays. Liam ne le laisse pas terminer sa phrase et l'envoie dans l'au-delà d'un coup d'épée. Il dit au cadavre que seul lui a le droit d'utiliser son pouvoir et d'opprimer son peuple. Il crie que personne n'a le droit de toucher à son peuple et à son argent, et qu'il tuera quiconque essaiera de prendre ce qui lui appartient. Liam ordonne ensuite à Amaji de mener une enquête approfondie et d'exécuter chaque fonctionnaire corrompu, mais elle lui demande de se calmer d'abord. Liam réalise soudain qu'il vient de tuer quelqu'un, mais Amaji l'aide à lâcher l'épée. Elle lui dit ensuite qu'exécuter ou licencier chaque fonctionnaire corrompu serait vraiment nuisible pour leur planète parce que presque tout le monde est corrompu, et elle ne peut pas tout gérer elle-même. Elle suggère à Liam d'acheter environ 30 autres femmes de chambre IA spécialisées dans l'administration et les tâches connexes, et peu importe même si elles ne sont pas des modèles haut de gamme. Liam lui dit de faire cela et d'exécuter également les officiers corrompus, mais Amaji craint que cela n'affecte négativement son image. Liam lui dit qu'il se fiche de son image parce qu'il n'a besoin de personne qui ne lui obéit pas. Peu de temps après,
Liam décide de tester ses 3 années d'entraînement en s'affrontant contre le capitaine à nouveau. Cependant, avant qu'il puisse entrer dans un robot de combat, Yasu arrive et lui dit que ce serait inutile d'entrer dans un robot facile à contrôler et produit en masse. Il dit que si Liam veut atteindre le sommet, il doit prendre la voie difficile et essayer de piloter un robot que tout le monde ne peut pas contrôler. Liam pense que Yasu a raison, et il se tourne vers le capitaine, qui lui dit que s'il le souhaite, il peut utiliser le robot de combat personnel de son arrière-grand-père, qui a 3 générations. En fait, Yasu essaie de faire sortir le méchanite de l'arrière-grand-père de Liam exprès. Plus tôt dans la journée, il fouillait dans l'entrepôt pour voler quelque chose de précieux parce que Liam apprenait trop vite, et bientôt il n'aurait plus rien à lui enseigner, et ce serait la fin de son meilleur travail. Il n'a rien trouvé de précieux dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille unité de mécha qui semblait ne plus fonctionner même après réparation, mais il a senti qu'il pourrait vendre ses pièces pour une somme énorme. Liam tombe dans son piège et ordonne à Brian de réparer le vieux chevalier mécha. Brian lui dit que l'unité est trop vieille et inadaptée à l'usage, et qu'il devrait utiliser une unité produite en masse pour apprendre les bases. Mais Liam refuse, disant que son professeur lui a dit que les vrais combattants qualifiés peuvent piloter même les méchas les plus difficiles. Brian n'a rien à répondre à cela, donc il suggère simplement à Liam d'arrêter au moins de perdre son temps à s'entraîner parce qu'il est déjà trop bon. Liam refuse également cette suggestion, disant qu'il s'entraîne pour utiliser l'attaque ultime que Yasu lui a montrée. Pendant ce temps, Amagi va vérifier le vieux mécha sur l'ordre de Liam. Elle ne fait pas du tout confiance à Yasu, mais elle ne peut pas refuser les ordres de son maître, et elle souhaite que le vieux mécha le garde en sécurité. Quelques jours plus tard, une ingénieure nommée Niaz arrive sur la planète pour réparer le mécha. Elle se présente comme une ingénieure de la 7e usine d'armes impériale, et Liam se présente en réponse. Niaz commence soudain à fixer Amagi, et Liam devient défensif, demandant si elle a un problème avec sa femme de chambre. Cependant, Niaz est en fait intéressée par Amagi parce qu'elle n'a jamais vu un robot IA sur mesure aussi cher. Elle essaie de l'examiner en détail, mais Liam l'arrête et lui dit de faire simplement le travail pour lequel elle est là. Il l'emmène ensuite au vieux mécha, et Niaz lui dit immédiatement d'oublier ça et d'acheter quelque chose de nouveau. Liam est catégorique sur la réparation de la vieille unité, et Niaz lui dit qu'ils ont arrêté de fabriquer ce modèle depuis longtemps, donc les pièces de rechange seront rares et chères. Liam lui dit de remplacer les pièces qu'elle ne peut pas trouver par des pièces modernes, mais il veut qu'elle garde les commandes manuelles. Il lui dit qu'il se fiche du coup, et Niaz est contente de l'entendre. Liam lui dit aussi qu'il veut une attaque finale comme un coup de poing fusée, et juste à ce moment-là, Yasu arrive pour voir ce qui se passe. Il tombe amoureux à première vue de Niaz et essaie de l'approcher en ayant l'air cool, mais elle est trop occupée à se quereller avec Liam sur les raisons pour lesquelles elle ne peut pas installer un bras fusé sur le robot. À la fin, Liam la convainc avec le pouvoir de l'argent, mais Yasu devient jaloux parce que Niaz ne lui a prêté aucune attention. Il décide de se venger sur Liam en le soumettant à un entraînement impossible. Il doit se défendre contre des balles de tennis les yeux bandés tout en se tenant en équilibre sur une bûche au milieu d'un lac, et son épée a également été rendue excessivement lourde. Liam dit à Yasu que c'est impossible, mais comme Yasu le fait juste pour se venger, il dit à Liam d'arrêter de compter sur ses sens et d'utiliser ses instincts à la place. Yasu lui dit d'arrêter de penser et de commencer à ressentir, et Liam le prend au sérieux comme toujours. Quelques jours plus tard, Niaz termine la réparation et la personnalisation de l'unité mécha, et Brian devient nostalgique, se souvenant des jours de gloire de la famille Banfield. Niaz montre ensuite à Liam comment utiliser le mécha et l'emmène à l'intérieur pour une démo. La salle de contrôle a été agrandie en utilisant de la magie spatiale, et une fois que Liam s'assoit sur son siège, le mécha le scanne et l'assigne comme son maître. Niaz lui dit que maintenant l'unité ne reconnaîtra que lui comme son pilote. Avec cela, Liam essaie de faire un pas en avant dans le mécha, mais il finit par tomber au sol parce qu'il n'a aucune fonction pour l'aider à bouger. Niaz lui dit que cela rendra le contrôle du mécha beaucoup plus difficile, mais si Liam peut le maîtriser, il pourra le bouger exactement comme son corps. Liam décide d'essayer à nouveau, et cette fois il réussit à se lever et à marcher hors de l'entrepôt. Niaz est impressionné par ses compétences et lui dit que s'il peut contrôler le mécha si bien dès le départ, il doit être un vrai génie. Elle lui dit de continuer à imaginer comment il veut bouger le mécha, mais ensuite ses guimauves touchent le bras de Liam, et son esprit d'incel est pris par ses instincts de gooner. Il commence à imaginer des choses sales, et le mécha les exécute. Yasu panique en voyant cela, pensant que Liam fait des choses perverses à Niaz à l'intérieur du mécha, et Brian est content parce que c'est la première fois que Liam montre de l'intérêt pour une femme humaine. À l'intérieur du mécha, Niaz panique aussi et pense que Liam est un pervers, et plus tard, Yasu rend son entraînement insensé encore plus intense pour se venger. Le lendemain, Liam s'entraîne pour apprendre la technique secrète à nouveau, mais comme d'habitude, il ne fait aucun progrès. Il demande à Amagi s'il n'a aucun talent pour l'escrime, et elle répond qu'en tant que femme de chambre IA, elle ne peut pas saisir le concept de talent. Cependant, elle pense que le problème n'est pas avec Liam mais avec Yasu. Elle dit que le problème est sa crédibilité, et au lieu de réaliser qu'il se fait arnaquer,
Liam pense qu'Amaji lui dit qu'il n'a pas assez fait confiance à Yasu. Amaji lui dit qu'elle voulait dire autre chose, mais Liam a déjà réalisé ce qui lui manque. Il dit que Yasu coupant les bûches qui étaient hors de portée de son épée est physiquement impossible, mais ce monde a aussi de la magie. Il croit que la magie est la seule explication à la façon dont il peut utiliser son attaque ultime. Liam dit que s'il concentre sa magie sur son épée et s'imagine la balancer comme une attaque volante, il pourrait peut-être aussi utiliser l'attaque ultime. Il commence immédiatement à s'entraîner avec ce principe à l'esprit, et les années passent avec lui essayant d'envoyer une attaque magique vers sa cible, jusqu'à ce qu'un jour, il réussisse à briser ses limites. Le lendemain, Liam invite Yasu à voir ses progrès. Il utilise ensuite sa technique spéciale pour envoyer une attaque magique et coupe une bûche de bois en deux, et Yasu est stupéfait. Il se demande comment Liam a pu apprendre la technique alors qu'elle était fausse depuis le début. Liam lui demande s'il a réussi, et Yasu n'a pas de réponse parce qu'il a réussi à faire l'impossible. Il reste silencieux, se demandant quoi dire, et Liam pense qu'il est contrarié parce qu'il s'est contenté d'apprendre à couper les choses à distance. Eh bien, Yasu dit exactement cela, lui disant de ne pas se complaire même s'il a accompli un grand exploit, et lui dit de continuer à travailler dur pour devenir plus fort. Quelques jours plus tard, Liam reçoit des nouvelles que des pirates ont attaqué l'une des planètes sous son domaine. Amaji lui dit que la planète n'était pas adaptée à la vie ou à l'exploitation minière, mais qu'elle a réussi à y établir une usine, et maintenant les pirates essaient de la piller. Brian informe Liam que leurs soldats combattent les pirates, mais qu'ils ne tiendront pas longtemps. Liam se tourne immédiatement vers Amaji pour une stratégie, et elle lui dit qu'ils peuvent utiliser l'horizon de la planète et sa gravité unique pour lancer une attaque surprise contre les pirates. Il lui dit de gérer la bataille dans l'espace et de capturer le vaisseau pirate pendant qu'il rejoint les soldats pour défendre l'usine. Brian lui dit que c'est trop dangereux, mais Liam ne l'écoute pas et entre dans son chevalier mécha. Amaji le lance vers la planète, et Liam utilise les nuages pour se cacher et lancer des attaques furtives contre les pirates. Les pirates paniquent alors que le mécha de Liam commence à les traquer, et certains l'attaquent par derrière, mais grâce à l'entraînement insensé de Yasu, Liam a développé une observation acquis et élimine facilement les pirates. Il utilise son observation acquis pour détecter les ennemis cachés derrière les nuages et utilise une autre arme pour les abattre. Les pirates s'inquiètent encore plus et décident de battre en retraite, mais ensuite Liam utilise son attaque volante, coupant des dizaines de leurs méchas d'un coup. Les pirates perdent la tête parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une arme qui peut couper à cette distance, et ils battent immédiatement en retraite. Liam décide de leur donner un avant-goût de son coup de poing fusée spécial, mais rien ne se passe quand il donne l'ordre. Il se demande si Niaz n'a pas installé la fonctionnalité dans son mécha quand soudain, un cercle magique apparaît à côté de lui, et un bras fusée géant en sort, frappant les pirates en fuite et provoquant une énorme explosion. Liam est en colère parce que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais Niaz lui dit que c'était la seule façon de faire du coup de poing fusée une attaque fonctionnelle. Juste à ce moment-là, Amaji contacte Liam, lui disant qu'elle n'a pu capturer que 10% des vaisseaux pirates, 30% d'entre eux ont été détruits, et les 60% restants se sont échappés. Liam considère cela comme une victoire et dit à Amaji qu'elle a fait du bon travail. Bientôt, la nouvelle de la défaite de ses troupes atteint le capitaine pirate Ghost dans son laboratoire, et il devient furieux en entendant cela. Son assistant lui dit que les pirates ont sous-estimé l'ennemi et ont goûté à la défaite, et qu'ils se sont retirés pour limiter leurs pertes. Le capitaine pirate traite les pirates en retraite de mou et déclare qu'il ne tolérera pas les perdants dans son équipage. Il ordonne à son assistant de préparer toute la flotte parce qu'ils détruiront ceux qui sont rentrés chez eux, pour envoyer un message à tout le monde que le capitaine Ghost ne prend pas l'échec à la légère. Il se prépare à mener la flotte lui-même et dit à son dernier sujet de test d'attendre un peu parce qu'il s'amusera avec elle plus tard. De retour du côté de Liam, il s'amarre à la station spatiale à l'extérieur de sa planète, satisfait de sa victoire sur les pirates. Amaji le félicite pour sa première victoire, et Liam dit que ce qui est encore mieux que la victoire, c'est le fait qu'ils ont obtenu du butin. Amaji lui dit que selon les lois de l'Empire, s'il capture un vaisseau pirate, le vaisseau ainsi que la cargaison à l'intérieur leur appartiennent. Liam est ravi d'entendre cela parce qu'il pense que les vaisseaux pirates seront chargés d'or et d'argent, mais étonnamment, ils ont quelque chose d'encore plus précieux. Alors que les soldats sortent d'énormes caisses de minéraux rares comme l'adamantite et le mithril des vaisseaux pirates, Amaji dit à Liam qu'ils sont vraiment précieux. Il n'est pas satisfait de cela parce qu'il voulait de l'or et des diamants, mais Amaji lui dit que l'or n'a aucune valeur parce que c'est un élément principalement inutile, et le diamant n'est que du carbone, donc ils peuvent le fabriquer à la maison. Liam réalise que les métaux et pierres précieux de la Terre n'ont aucune valeur dans ce monde, mais la Gold Digger en lui veut toujours le métal jaune brillant. Il exige de l'or, et Brian lui dit qu'ils ont de l'or qu'ils utilisent pour fabriquer des articles électroniques. Liam lui dit de transformer l'or en pièces et de remplir sa chambre avec, et pour le mithril et les autres éléments rares, il veut qu'ils soient transformés en armes légendaires. Brian s'excuse alors qu'il informe Liam qu'ils n'ont aucun forgeron assez qualifié dans leur domaine pour faire cela. Liam est déçu, mais ensuite Amaji lui dit qu'elle a découvert quelque chose pendant qu'il combattait les pirates. Elle explique qu'actuellement,
La famille Banfield possède environ 10 000 vaisseaux de guerre, mais seulement 30% d'entre eux sont opérationnels, et ils ne peuvent en déployer qu'environ 2000 en cas d'urgence. Liam est surpris qu'ils aient gagné contre les pirates avec juste ça, et Amagi dit que les pirates les ont sous-estimés, et ensuite les compétences de Liam sur le champ de bataille les ont rapidement mis dans une position difficile. Liam est content d'entendre cela, mais le fait que 70% de sa flotte soit inutile l'inquiète, et Amagi suggère qu'ils vendent la ferraille qu'ils n'utilisent pas. Brian s'y oppose immédiatement, disant que s'ils réduisent le nombre de vaisseaux dans leur flotte, les pirates les verront comme des cibles faciles et les attaqueront à nouveau. Amagi répond qu'il en coûte de l'argent pour faire même l'entretien de base sur les vaisseaux inutilisés, et qu'ils n'en ont pas trop. Liam est d'accord avec elle parce qu'il ne veut pas gaspiller d'argent et dit qu'ils devraient soit vendre, soit réutiliser les vaisseaux inutiles. Amagi suggère ensuite qu'ils peuvent acheter plus de vaisseaux avec l'argent qu'ils obtiendront en vendant les matériaux des vaisseaux pirates. Elle dit qu'ils ne pourront pas obtenir le dernier modèle, mais qu'ils peuvent acheter suffisamment de vaisseaux d'occasion pour construire leur flotte. Brian est encore en désaccord avec elle, disant que s'ils utilisent des vaisseaux d'occasion, la fierté de leur famille en souffrira. Malheureusement pour lui, Liam se fiche complètement de la fierté et de l'honneur de la famille. Il veut juste gagner, et c'est pourquoi il ordonne à Amagi d'acheter immédiatement quelques bons vaisseaux de guerre d'occasion. Pendant ce temps, loin du territoire de Liam, Nias fait une présentation aux nobles d'élite de l'armée impériale concernant le dernier vaisseau de guerre que la 7e usine d'armes a développé. Elle leur parle de comment le dernier vaisseau est plus puissant que les précédents et comment il est plus économe en carburant et facile à entretenir. Après avoir terminé sa présentation, sa rivale de la 3e usine d'armes présente son vaisseau, en commençant par révéler qu'il a été conçu par un architecte primé. Elle montre l'intérieur luxueux du vaisseau, fabriqué par la meilleure entreprise de mode, et les matériaux rares et coûteux utilisés pour le meubler. Elle dit aux invités qu'avec leur vaisseau, ils auront l'air élégants peu importe à quel point la bataille devient difficile. Son argument de vente fonctionne, et tous les Wanab de l'armée impériale décident d'acheter le vaisseau de la 3e usine comme leur vaisseau de combat principal. Niaz est stupéfaite par cela parce que son vaisseau est meilleur, et elle demande pourquoi quelqu'un choisirait une croisière de luxe au lieu d'un vaisseau de combat. La femme de la 3e usine répond que leur vaisseau a aussi des armes fabriquées par des experts, donc ils sont forts aussi, mais être fort ne suffit pas, et ils doivent être beaux pour attirer les clients. Rien de ce que dit Niaz ne fait une différence, et alors qu'elle sort du bâtiment avec sa rivale, elle lui dit que si leur vaisseau entre en combat réel, la 7e usine gagnera avec une grande marge. La blonde rit d'elle, disant que leurs vaisseaux ne se feront jamais face parce que personne n'achètera les vaisseaux plats et ennuyeux que Niaz fabrique. Niaz est frustrée en entendant cela et se prépare à en venir aux mains, mais malheureusement, elles sont toutes les deux chez elle et parlent via un projecteur. Niaz est déçue parce qu'elle va se faire gronder par son patron maintenant, et elle se demande s'il y a un noble qui achètera leur vaisseau de combat. Soudain, elle se souvient de Liam, qui a choisi de piloter une armure de combat manuelle, et elle sent que ce pigeon achètera certainement leur vaisseau de combat aussi. Pendant ce temps, le guide, le malade bizarre qui se nourrit des émotions négatives des autres, s'amuse avec des gens ordinaires sur Terre. Il apprécie leurs émotions négatives, mais ce ne sont que des apéritifs, et il attend vraiment les émotions négatives de Liam. Croyant qu'il est peut-être déjà très endetté, il décide d'obtenir sa première dose d'émotions négatives et entre dans le monde fantastique, mais il est choqué de voir que Liam a changé sa ville. Elle n'est plus envahie par les plantes, et les travaux de construction progressent sans heurts. Le guide ne peut pas croire cela parce que la ville devrait être encore pire maintenant. Il pense ensuite qu'au moins Liam devrait être assez déçu de son escrime parce qu'il a personnellement envoyé l'arnaqueur nommé Yasu dans sa direction. Il va vérifier le swordsman inutile et le trop vivre dans un bar, se plaignant de comment son élève est devenu un swordsman de première classe alors qu'il n'est même pas un swordsman de 3e classe lui-même. Il se plaint qu'il a continué à suivre les méthodes d'entraînement stupides et a réussi à copier un tour de magie et à en faire une vraie attaque. Le guide est confus par cela et vérifie Liam directement, seulement pour découvrir qu'il peut maintenant copier le mouvement exact que Yasu lui a montré lors de leur première rencontre. Cependant, Liam n'est pas satisfait de cela parce qu'il pense que Yasu a baissé son niveau pour le lui montrer, et s'il utilisait toute sa puissance, il pourrait couper une cible à 1 mile de distance. Il décide de continuer à s'entraîner plus dur, et en balançant son épée, il pense à comment sa vie a commencé terriblement quand ses parents l'ont abandonné, mais il a pu faire les bons choix parce que des gens bien sont entrés dans sa vie. Il remercie le guide de l'avoir envoyé ici, et ses émotions positives font tomber le bizarre à genoux parce qu'il ressent de la douleur lorsqu'il est exposé à la positivité. Il consomme immédiatement les émotions négatives de Yasu pour reconstituer sa santé et se demande comment Liam peut être si heureux. Il est sûr qu'il n'a pas fait d'erreur en l'envoyant ici, et le bonheur que Liam ressent maintenant le fera pleurer encore plus quand sa vie finira par être ruinée. Quelques jours plus tard, Amagi dit à Liam que l'armée impériale remplace ses vaisseaux de guerre par les derniers modèles, et ils ont accepté de vendre les vaisseaux de combat qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Liam aime l'offre, mais ensuite Amagi lui dit que l'armée impériale a mis une condition, ils devront accepter certains officiers de réserve et soldats qui vont bientôt prendre leur retraite.
Liam pense que l'armée impériale leur refile les indésirables, mais Amaji dit que c'est une bonne idée parce que même si les soldats sont de seconde zone, ils ont plus d'expérience que les meilleurs de leurs soldats, et les ajouter à l'armée profitera au domaine Banfield. Liam décide de poursuivre l'accord après avoir entendu cela, et le guide décide d'envoyer un groupe de soldats très sincères et justes à lui, qui ne toléreront pas un seigneur maléfique et se rebelleront contre lui. D'un autre côté, Yasu a la gueule de bois de son voyage au bar, mais quand il entend Niaz l'appeler de l'extérieur de sa chambre, il se ressaisit immédiatement. Il l'invite à entrer, et Niaz commence à le féliciter, disant qu'il a entraîné Liam à devenir un maître swordsman à un si jeune âge. Yasu pense qu'elle le drague, mais Niaz veut juste des infos sur Liam pour pouvoir faire des affaires avec lui. Ce malentendu persiste tout au long de leur conversation, et Yasu pense que Niaz veut connaître ses hobbies et préférences, alors qu'elle veut en fait savoir quel genre d'offre complémentaire elle peut faire à Liam pour qu'il achète leur vaisseau de combat. Il essaie d'agir comme un Shad, mais quand Niaz continue de supplier, il révèle son fétiche pour les femmes de bureau. Eh bien, Niaz pense que c'est ce que Liam aime, donc quand elle va le voir la prochaine fois, elle s'habille exactement comme Yasu le lui a dit. Elle commence à agir comme une TikToker en lui demandant d'acheter ses vaisseaux, mais Liam refuse immédiatement, disant qu'il vient d'acheter toute une escadrille de vaisseaux et soldats d'occasion. En apprenant qu'il a acheté les vaisseaux à l'armée impériale, Niaz maudit la 3e usine d'armes pour s'être mise en travers de son chemin ici aussi, mais elle refuse de partir sans donner une démo à Liam. Elle lui parle des vaisseaux de son usine qui sont conçus pour des performances optimales, et il lui dit de les vendre à l'armée impériale s'ils sont si bons. Niaz pleure qu'elle n'a pas pu les convaincre avec sa présentation. Elle supplie Liam d'acheter ne serait-ce qu'une centaine de ses vaisseaux et dit que s'il n'a pas d'argent, il peut prendre un prêt et le rembourser plus tard. Liam ne veut pas entendre parler de prêt, donc Niaz décide d'embrasser sa pute intérieure et commence à le séduire. Il lui dit d'arrêter parce que ça lui rappelle le temps où sa femme portait des sous-vêtements flashy, mais pas pour lui. Niaz n'arrête pas et continue d'aller plus loin, et Liam décide d'accepter sa demande pour la faire arrêter. Il décide d'acheter 300 vaisseaux de combat à elle parce qu'Amaji lui dit qu'ils seront utiles à l'avenir, et Niaz court joyeusement les préparer pour lui. Dehors, elle contacte son coéquipier et lui dit comment elle a séduit un noble pour vendre 300 vaisseaux, et Brian et Yasu entendent ça. Alors que Brian s'inquiète que Liam soit tombé dans un piège à miel, Yasu est furieux, pensant que Liam a fait un geste sur Niaz alors qu'elle est clairement attirée par son professeur. Peu de temps après, Niaz livre les 300 vaisseaux de combat avancés que Liam a commandés, et en même temps, les vaisseaux de combat d'occasion qu'ils ont achetés à l'armée impériale arrivent également. Pendant ce temps, Yasushi boude toujours à cause de la tentative de Niaz de piéger Liam avec ses charmes, car il estime que c'est la faute de Liam. Il pense que Liam lui a offert de l'argent pour qu'elle agisse ainsi pour lui, et il ne peut pas lui pardonner cela. Eh bien, quelqu'un est heureux de voir ses émotions négatives, et c'est le guide. Il veut que Yasushi soit encore plus en colère contre Liam et qu'il le blesse d'une manière qui fera ressentir à Liam des émotions négatives intenses également. Ignorant le désir de son professeur de se venger de lui, Liam va inspecter les derniers vaisseaux de combat de la 7e usine d'armement, et Niaz est présente pour lui faire visiter. Liam dit que même si ce n'est pas exactement luxueux, un nouveau modèle est une bonne chose. Niaz lui dit que les luxes sont inutiles, mais Liam répond qu'il en a besoin quand même. Niaz fait semblant de ne pas avoir entendu cela et commence à lui parler du vaisseau de combat surnommé HVP. Elle commence à agir comme un vendeur de voitures et dit à Liam d'utiliser le vaisseau à moins de 25% de sa puissance pendant les premiers 3000 km spatiaux et de changer l'huile à neutrinos tous les 5000 km spatiaux. Elle lui dit également qu'il obtiendra des points de fidélité qui lui donneront des avantages s'il ne contacte que leur usine pour réparer les vaisseaux, et Liam demande si elle lui vend un vaisseau de combat ou une voiture. Niaz fait encore semblant de ne pas entendre et lui demande de signer le reçu. Après cela, Niaz recommence à agir comme une traînée et demande à Liam de lui donner les vaisseaux pirates qu'il a capturés récemment. Il refuse, disant qu'il prévoit de les ajouter à sa flotte également, mais elle continue de supplier. Soudain, Amaji a une idée et dit à Liam qu'ils peuvent donner certains des vaisseaux à Niaz et lui demander de modifier les autres parce que la plupart des vaisseaux sont dans un état terrible et pourraient s'arrêter à tout moment. Niaz dit qu'elle accepte volontiers ces conditions parce que les vaisseaux pirates utilisent une technologie inconnue en dehors de l'Empire, et tous les chercheurs sont impatients de les étudier. Liam aime aussi l'idée, et il emmène immédiatement Amaji et Niaz pour vérifier les vaisseaux pirates. Il constate que leur intérieur est très différent de leur vaisseau, et Niaz trouve beaucoup de nouveaux boutons sur son panneau de contrôle. Liam remarque un volant, et le fan de One Piece en lui s'éveille en voyant cela. Il dit à Niaz qu'il veut mettre ce volant sur son vaisseau de combat, et elle le prévient que ce sera inutile parce que cela rend le contrôle du vaisseau plus difficile. Liam essaie d'agir comme un Shad en disant que parfois un homme veut ce que son cœur dit, même si c'est inutile. Elle soupire simplement et accepte de le faire, mais ensuite elle remarque un appareil très inhabituel dans le vaisseau pirate et commence à s'enthousiasmer pour cela. Liam s'ennuie de ses bavardages quand il aperçoit une créature lumineuse disparaître au coin de la rue. Il court après elle, disant à Amaji qu'il pensait avoir vu un chien. Soudain,
Il voit le même chien lumineux disparaître dans le coin devant lui, et il décide de le suivre. La piste le mène, lui et Amagi, à une pièce étrange, et elle se branche sur la console pour découvrir que c'est la salle de navigation. Elle active les dispositifs de navigation, et le sol se transforme en une carte de tous les endroits où le vaisseau est allé. Il découvre que les pirates ont attaqué des vaisseaux dans tout l'Empire, mais ensuite Amagi remarque quelque chose de encore plus inquiétant. Elle dit qu'une fois que le vaisseau pirate a terminé ses raids, il se téléporte toujours vers une porte de warp à la frontière de l'Empire. De là, il utilise un warp court pour sortir du territoire de l'Empire. Liam est intrigué, et il lui demande si le vaisseau pirate va dans un autre empire, mais elle lui dit qu'il va sur le champ de bataille à la frontière des empires. Elle explique que c'est un endroit où différentes nations et nobles se battent, et Liam réalise que les pirates l'utilisent parce que personne ne se donne la peine de les capturer dans une zone sans loi. Il demande ensuite à Amagi quelle est leur destination lorsqu'ils utilisent le warp court, et elle dit que ce n'est pas un point fixe, mais qu'elle sent un schéma. Elle commence à décoder le schéma, et en quelques secondes, elle découvre que leur destination pour le warp court est une planète vagabonde avec une orbite inhabituelle qui se déplace très rapidement dans une région pleine de petits trous noirs. Elle dit que la gravité des trous noirs rend l'orbite vraiment imprévisible, et la seule façon pour les pirates de s'y téléporter est qu'ils la connaissent à l'avance. Liam est vraiment curieux maintenant, et il dit que cette planète vagabonde est l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Amagi est d'accord, disant que cela doit être la base cachée des pirates, mais Liam n'est pas d'accord avec elle. Il dit que c'est définitivement une île au trésor parce que les pirates s'arrêtent toujours aux îles au trésor après avoir terminé leur raid. Il dit à Amagi de préparer sa flotte immédiatement parce qu'ils partent à la chasse au trésor. D'un autre côté, le capitaine pirate Goz a capturé ses subalternes qui se sont enfuis après avoir perdu le combat contre Liam. Goz est furieux que ses hommes aient perdu contre un noble pauvre et faible, et il déclare qu'il restaura son honneur en écrasant Liam lui-même. Mais avant cela, il détruit les vaisseaux des lâches qui sont revenus et ordonne à ses hommes de se téléporter vers la porte de Pomonia à la frontière de l'Empire. Au même moment, Liam et ses troupes terminent également leur warp à courte portée et atteignent leur porte de warp la plus proche, qui les mènera à la porte de Pomonia. Cependant, ils ne peuvent pas l'utiliser parce que les autorités qui maintiennent la porte de warp ne leur permettent pas de l'utiliser. Le superviseur contacte Liam, lui disant qu'il doit payer un péage pour utiliser les portes de warp en fonction du poids de ses véhicules et de la distance parcourue. Il dit clairement à Liam que le péage pour téléporter 7000 vaisseaux de guerre à la frontière de l'Empire est assez élevé, et il a besoin d'un paiement anticipé parce qu'il ne fait pas confiance à la capacité de la famille Banfield à payer le péage plus tard. Liam promet qu'il paiera le montant en totalité une fois qu'il sera revenu, mais le superviseur lui dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il reviendra parce que s'il est capturé par des pirates, ce sera la fin pour lui. Liam refuse de revenir parce que cela lui a coûté beaucoup d'argent d'amener ses troupes ici, et il ne va pas perdre son temps et ses ressources en faisant demi-tour pour aller chercher son portefeuille. Il se tourne ensuite vers Amagi et dit qu'il veut parler au manager. Le superviseur lui dit qu'il est la personne la plus haut placée ici, et Liam décide de lui parler face à face. Amagi pense que cela ne changera rien parce qu'ils ne sont même pas proches d'un accord pour le moment, mais Liam lui dit que les humains ont une capacité unique à mieux se comprendre lorsqu'ils se rencontrent en personne. Pendant ce temps, Goz et ses vaisseaux pirates atteignent la porte de Pomonia, et les autorités de leur côté sont déjà dans sa poche. Il leur paie le montant habituel et les fait lier la porte de warp à l'endroit où les troupes de Liam attendent, mais il ne le sait pas encore. Au même moment, Liam est dans le bureau de l'autorité de la porte de warp, et il dit au superviseur d'ouvrir la porte pour lui parce qu'il le remboursera définitivement une fois qu'il sera revenu. Cependant, le superviseur reste ferme et refuse toutes ses tentatives pour le convaincre. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel concernant les pirates qui arrivent, et il dit à Liam de rentrer chez lui parce qu'il a d'autres choses à faire. Liam est déçu par cela, mais ensuite il sent à nouveau le chien lumineux courir derrière lui, et il décide de voir ce qui se passe. Pendant ce temps, les pirates entrent dans la porte de warp, et un vortex les relie à la porte de l'autre côté. Alors qu'ils traversent la porte, Goz dit à ses hommes qu'ils détruiront la famille Banfield et pilleront tout ce qu'ils ont. D'un autre côté, le superviseur du côté de Liam dit à son subalterne de ne pas s'inquiéter de qui vient de l'autre côté de la porte de warp parce que ce n'est pas leur affaire. Son subordonné, cependant, sait que c'est un équipage pirate, et il s'inquiète pour la flotte de Liam qui est stationnée dans la zone d'attente en ce moment. Le superviseur lui dit d'arrêter de s'inquiéter parce qu'il est naturel que les pirates ciblent une famille noble faible, et ils ne devraient pas fourrer leur nez là où il n'a pas sa place parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent des pirates. Il dit ensuite à tout le monde dans la salle de contrôle qu'ils prendront une pause de 30 minutes maintenant pour ne rien voir ou entendre, et 30 minutes est exactement le temps qu'il faudra aux pirates pour traverser la porte. Eh bien, juste au moment où tout le monde quitte la salle de contrôle, Liam arrive là, poursuivant le chien lumineux. Il est toujours confus à ce sujet, mais quand il remarque qu'il est dans la salle de contrôle et que la porte de warp a été connectée à Pomonia, il devient soudainement heureux. Il pense que le superviseur a refusé d'écouter sa demande publiquement, mais il s'est avéré être un Sunindra qui l'a secrètement aidé à la fin.
Liam pense que tout le monde a quitté la salle de contrôle pour garder secret qu'ils l'ont aidé. Il est heureux, mais ensuite il remarque que la direction du vortex est opposée, et il décide de réparer cela. Il s'assoit sur le panneau de contrôle et inverse la direction du vortex de force, mais cela crée un problème, et le vortex se divise, emmenant Goz et sa flotte dans une autre direction, ce qu'il ne réalise même pas. Juste à ce moment-là, Amagi contacte Liam, lui demandant de revenir parce qu'ils peuvent obtenir la permission d'utiliser la porte de Warp maintenant. Il revient immédiatement et demande comment ils peuvent obtenir la permission, et Amagi dit qu'elle a contacté Nias pour obtenir de l'aide, et elle leur a dit qu'ils pouvaient utiliser la 7e usine d'armement comme garant. Nias dit que puisqu'ils ont fait de bonnes affaires, elle peut au moins faire cela pour lui, et Liam est heureux de l'entendre. Comme il n'y a plus de problème maintenant, il ordonne à sa flotte d'entrer dans la porte de Warp. Ils sortent bientôt de la porte de Pomonia, et Liam ordonne à Amagi d'initier un Warp à courte distance vers l'île au trésor dès que toute leur flotte est assemblée. D'un autre côté, les pirates s'impatientent parce qu'ils devraient déjà être sortis de l'autre côté, mais ils sont toujours coincés dans le vortex. Soudain, ils remarquent qu'ils approchent d'une porte, mais une fois qu'ils en sortent, ils réalisent qu'ils sont condamnés. Au lieu d'aller dans la zone près du territoire de Liam, la flotte pirate s'est retrouvée sur le terrain d'entraînement de l'armée impériale, où 70 000 vaisseaux de combat impériaux sont stationnés en ce moment. Pendant ce temps, la flotte de Liam est entièrement assemblée, et ils utilisent le warp à courte distance pour atteindre l'île au trésor qui grouille de vaisseaux pirates. Amagi calcule qu'il y a 20 000 vaisseaux pirates autour de l'île au trésor, mais la plupart sont amarrés et inactifs parce qu'ils ne s'attendaient à ce que quelqu'un s'approche autant. C'est une bonne nouvelle pour Liam, et il décide d'enfiler son armure de combat alors qu'il ordonne à Amagi de s'occuper du reste. Elle ordonne immédiatement à la flotte d'ouvrir le feu sur les vaisseaux pirates. Alors que les vaisseaux pirates sont rapidement éliminés, Liam se prépare également et se lance dans la zone de combat. Il combat les mèches pirates qui ne font pas le poids face à ses compétences, puis utilise ses coups de poing roquettes pour attaquer les vaisseaux pirates et les faire exploser en tirant sur leurs câbles cruciaux. Bientôt, toute la flotte pirate est éliminée, et Liam ordonne à Amagi d'envoyer tous les soldats mèches sur la planète au trésor pour collecter tout ce qu'ils trouvent. Liam et ses mécanites attaquent la planète au trésor, détruisant sa surface extérieure pour créer un chemin. Un scientifique à l'intérieur de la planète panique alors que les attaques de l'armée de Liam détruisent tout ce qui reste de leur système de défense, et il se dirige vers la salle de contrôle, où il apprend qu'ils sont sous attaque et que tous les vaisseaux pirates en garde autour de la planète ont été détruits. Pendant ce temps, Liam a finalement réussi à pénétrer à l'intérieur de la planète, et il se retrouve face à face avec quelques pirates en armure mèche. Il ne perd pas de temps à les trancher, et au moment où le capitaine de ses troupes arrive là-bas, il a déjà fait son travail. Le capitaine lui dit qu'ils se sont également occupés des pirates de leur côté, et Liam leur ordonne de continuer à dégager le chemin tout en cherchant la salle au trésor. Soudain, il voit à nouveau le chien lumineux, et il décide de suivre sa trace. Cela s'avère être la bonne décision, car le chemin le mène à la salle de contrôle, où le scientifique et ses hommes se rendent immédiatement. Liam est satisfait de la tournure des événements, et il demande au scientifique de remettre tout le trésor. Le scientifique lui demande quel genre de trésor il veut parce qu'il a des choses qui valent de l'argent et les animaux de compagnie que le capitaine pirate Goz collectionne. Liam pense que le chien qu'il a vu plus tôt doit être l'un des animaux de compagnie, et il demande au scientifique plus d'informations à leur sujet. Le scientifique commence à penser que Liam est aussi un sadique tordu comme Goz, qui aime transformer les gens en ses animaux de compagnie, et propose de transformer les animaux de compagnie en chiens obéissants pour lui s'il le souhaite. Liam ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, alors le scientifique décide de le conduire dans le laboratoire où il garde tous ses sujets. Alors qu'il leur montre les filles qui ont été transformées en monstres horribles à cause de ses expériences, un soldat commence à vomir parce qu'il ne peut pas supporter cela, tandis que le capitaine le réprimande pour être si faible. Liam avance, et son regard se pose sur un sujet de test particulier. Le scientifique lui dit qu'il a un bon œil parce que celui-ci est l'animal de compagnie préféré du capitaine Goz. Alors qu'il continue de jacasser sur la façon dont cette fille est son chef-d'œuvre, Liam est dégoûté, se souvenant de sa vie passée où il était traité comme moins qu'un humain. Il ne peut pas supporter de voir un salaud blesser d'autres personnes comme ça, alors il met une balle dans la tête du scientifique alors qu'il est au milieu de son bavardage. Il commence ensuite à regarder autour de la pièce, mais ensuite la voix de la fille ressemblant à une pieuvre avec ses yeux dans ses paumes latins. Elle lui demande qui il est, et Liam se présente à elle, disant qu'il a pris le contrôle de cette planète et tué la personne en charge. La fille est émue aux larmes en entendant cela parce qu'elle pense que sa souffrance va enfin se terminer. Elle supplie Liam de mettre fin à sa souffrance et à celle des autres filles parce qu'elles ne pourront plus jamais vivre comme des humaines. Cependant, Liam déclare avec confiance qu'il sauvera tout le monde, et en retour, ils devront lui rendre cette faveur. Il s'en va avec cela, ordonnant à ses soldats d'appeler un médecin et de transporter les filles sur son vaisseau pour qu'elles soient soignées. La fille le supplie d'arrêter parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas être sauvée, et le capitaine la plaint, mais il ne peut pas désobéir aux ordres directs de Liam. Il essaie de le convaincre de changer d'avis,
disant qu'il ne sera pas facile de soigner les filles parce qu'elles devront régénérer tout leur corps, ce qui coûte un élixir rare et des médecins très compétents. Il dit que le coût pour sauver toutes ces filles ne vaut tout simplement pas la peine, mais Liam répond qu'il est de bonne humeur en ce moment, et faire quelques bonnes actions de temps en temps ne fait pas de mal. Juste à ce moment-là, il reçoit un message d'Amaji lui disant qu'ils ont trouvé la vraie salle au trésor, et Liam est heureux de l'entendre parce qu'ils viennent d'arranger les frais pour soigner les filles. Pendant ce temps, la fille nommée Christina, qui a supplié Liam de la tuer, continue de pleurer sur ses malheurs. Elle était autrefois la princesse chevalier du Saint-Royaume, et tout le monde était fier de ses réalisations dans la lutte contre les pirates. Cependant, lorsqu'elle est allée combattre Goz et ses hommes, elle a été piégée et capturée, et ensuite les pirates ont fait exploser sa planète natale juste devant ses yeux. Sa famille a paniqué parce que les pirates n'auraient pas pu passer à travers les troupes de l'Alliance Unie qui protégeaient la région, mais ils ont vite réalisé que l'Alliance les avait trahis. Les boucliers qui les protégeaient ne pouvaient plus tenir longtemps, et bientôt toute la planète a été détruite. Christina a été complètement dévastée par cela, mais ses malheurs ne faisaient que commencer. Après avoir détruit sa planète, Goz l'a emmenée, elle et ses subalternes, sur son île au trésor. Alors que tout le monde avait peur, Christina s'accrochait encore à l'espoir et les assurait que l'aide viendrait bientôt pour eux. Lorsque Goz est venu la voir, Christina lui a dit de la tuer sur le champ s'il le voulait parce qu'elle préférait mourir que vivre une vie d'humiliation. Le capitaine pirate a ri, disant qu'il l'aurait tuée depuis longtemps s'il l'avait voulu, mais il a gardé tout le monde en vie parce qu'il voulait les ajouter tous à sa collection. Il a ensuite déclaré qu'il avait changé d'avis, et qu'il libérerait juste une des filles. Il a demandé à Christina de choisir, et après avoir été pressée, elle a choisi la fille qui avait l'air la plus terrifiée. Cependant, cela s'est avéré être un piège dégoûtant, car Goz a pris la fille que Christina avait choisie comme premier sujet de test. Il l'a donnée au scientifique, qui s'est transformé en un monstre à plusieurs bras et a commencé à découper son corps. Christina a perdu la tête et a supplié Goz d'arrêter, mais il a juste ri et lui a dit que s'il s'arrêtait maintenant, la fille mourrait. La Christina traumatisée n'a eu d'autre choix que de laisser le scientifique maléfique expérimenter sur la fille. Il l'a rapidement transformée en monstre, et alors que Christina regardait horrifiée, Goz lui a dit qu'elle serait bientôt transformée en quelque chose de encore plus spectaculaire. Elle lui a demandé comment diable il pouvait faire quelque chose comme ça, et il lui a dit qu'il en profitait. Il dit que ce n'est pas juste qu'il soit si laid, alors il transforme de belles filles en monstres laids et les regarde se briser complètement. Bientôt, il l'a traînée dans le siège d'expérimentation, et Christina n'a plus pu être courageuse. Elle a supplié Goz d'arrêter, promettant de faire n'importe quoi en retour, mais il a ri d'elle, disant qu'elle serait son animal de compagnie préféré à partir de maintenant. Il lui a dit qu'il ne l'avait pas choisie en premier exprès parce qu'il voulait voir à quel point elle deviendrait laide et désespérée à ce sujet. Goz a ensuite ordonné aux scientifiques d'arracher les yeux de Christina et de les planter dans ses mains pour qu'elle puisse voir à quel point elle était laide même sans miroir. Christina n'a cessé de pleurer et de crier, mais tout était inutile, et elle a été transformée en un monstre vert laid. Et ensuite, le reste de ses filles a subi le même sort. Revenons au présent, Liam retourne sur sa planète natale, et Nias vient lui rendre visite. Elle a appris sa victoire sur la base pirate et lui demande d'acheter encore plus de vaisseaux de combat pour célébrer l'occasion. Liam lui dit d'arrêter de l'arnaquer, mais Nias dit que ces vaisseaux de combat ont été utiles et qu'il a fait un grand profit grâce au raid, alors il devrait investir encore plus d'argent. Elle essaie de le séduire à nouveau, mais Liam n'est pas d'humeur à tomber dans ses pièges, alors il lui dit de la fermer. Lorsque ses plans pour le séduire et le faire chanter ne fonctionnent pas, Nias rappelle à Liam que c'est elle qui lui a obtenu la permission d'entrer dans la porte de Warp, et il accepte finalement d'écouter sa demande cette fois. Il demande à Amaji combien de vaisseaux ils peuvent acheter avec le trésor qu'ils ont trouvé, et elle dit qu'après avoir déduit les dépenses nécessaires, ils ont assez d'argent pour acheter 5000 vaisseaux. Liam est choqué d'entendre cela, mais Nias s'enfuit immédiatement, disant qu'elle préparera une commande de 5000 vaisseaux pour lui. Liam court après elle, essayant de l'arrêter avant que la folle ne prépare vraiment autant de vaisseaux. Au même moment, Yasushi marche dans les couloirs, se demandant quelle excuse il devrait inventer pour demander plus d'argent à Liam cette fois. Juste à ce moment-là, Nias passe, en appel vidéo avec un collègue et lui disant qu'elle a obtenu une énorme commande de Liam après avoir déchiré sa dignité en morceaux. Comme toujours, Yasushi pense que Liam traite Nias comme son jouet, et il devient furieux, au grand plaisir du guide, qui rôde dans les parois dans l'espoir que Liam ressente des émotions négatives intenses. Pendant ce temps, Liam cherche Nias, mais Yasushi le trouve en premier et lui dit de le suivre. Ils vont au terrain d'entraînement, où Liam est bandé les yeux et son épée est alourdie avant qu'il ne subisse un autre des entraînements impossibles de Yasushi. Cette fois, Yasushi a des dizaines de drones télécommandés qui tirent des balles de tennis sur Liam de toutes les directions et à une vitesse encore plus grande qu'avant. Liam ne peut même pas réagir, et il continue de se faire toucher, puis Yasushi augmente encore la puissance. Liam est immédiatement à terre, disant qu'il ne peut pas bloquer toutes les attaques avec une seule épée,
mais Yasushi lui dit d'arrêter de trouver des excuses et de trouver la réponse par lui-même. Eh bien, cela donne à Liam l'idée d'utiliser la magie, comme il l'a fait la dernière fois, mais cette fois il décide de l'utiliser pour la défense. Il essaie de convertir sa magie en une barrière et réussit immédiatement à le faire. Alors que la barrière reflète toutes les balles, Yasushi regarde Liam, abasourdi, alors qu'il commence son « je comprends maintenant ». Il utilise ensuite la barrière pour renvoyer toutes les balles dans la direction d'où elles viennent, et tous les drones sont détruits. Liam retire ensuite son bandeau et demande à Yasushi s'il a bien fait, mais Yasushi lui-même a été touché par plusieurs balles. Il commence à paniquer, réalisant que Liam est vraiment un génie et qu'il va bientôt percer à jour son escroquerie. Il sait déjà que Liam a exécuté des officiers corrompus et maîtrisé des flottes pirates, et il craint qu'une fois que Liam réalisera la vérité, il le tuera. Il décide de s'échapper avant que cela n'arrive et commence à s'éloigner. Liam lui demande où il va, et Yasushi dit qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Il lui dit qu'il a tout appris de lui et maintenant il a juste besoin de s'entraîner comme il veut parce que la voie de l'escrime est sans fin. Liam crie qu'il ne veut pas ça et qu'il devrait encore s'entraîner sous sa direction, mais Yasushi lui crie dessus, lui disant d'arrêter de faire l'enfant gâté. Il dit qu'il est aussi un étudiant malgré ses compétences, et cela signifie qu'il doit continuer à s'améliorer, et que Liam s'accrocher à lui n'est pas bon pour ça. Yasushi se retourne ensuite vers Liam, lui disant qu'il a officiellement obtenu son diplôme et maintenant il est un maître de la voie de la chair. Il lui dit que c'est son devoir en tant que maître de propager le style de l'épée dans tout l'univers, et Liam accepte volontiers cela. Juste au moment où il se retourne, Yasushi s'enfuit pour sauver sa vie. Liam, quant à lui, ne s'est jamais senti aussi épanoui auparavant. Sa dette diminue, son territoire prospère, il a même vaincu des pirates, et maintenant son maître a reconnu ses compétences. Il remercie le guide pour tout cela, et le pervers bizarre s'enfuit dans un autre univers avant d'être complètement démoli par les émotions positives de Liam. Quelques semaines plus tard, Liam commence à réfléchir au seigneur du mal idéal qu'il veut devenir. Il pense qu'un seigneur du mal doit avoir du pouvoir, de l'argent et un harem de belles femmes. Pour le pouvoir, il a déjà maîtrisé la voie de la chair grâce à Yasu, et maintenant tout ce dont il a besoin, c'est de l'argent et des femmes. Juste à ce moment-là, Amagi arrive et lui dit qu'un marchand nommé Thomas est là pour le voir. Liam lui dit de le faire entrer car il attendait Thomas, qui est venu avec les lingots d'or qu'il avait demandé. Liam est vraiment heureux de voir les lingots d'or car cela coche la deuxième chose de sa liste d'exigences pour être un seigneur du mal, même si l'or a très peu de valeur dans ce monde. Thomas le félicite alors pour sa victoire contre les pirates, et Liam sent qu'il a une motivation cachée derrière cela. Il dit au marchand d'aller droit au but, et Thomas explique qu'il doit traverser une zone dangereuse pour un voyage d'affaires et qu'il veut emprunter quelques navires de l'armée de Liam pour les garder. Il dit que 100 navires suffiront, mais Liam se transforme en carène et lui demande pourquoi il doit aller dans des endroits dangereux en premier lieu. Thomas lui dit qu'il n'a pas le choix parce que toute la route commerciale est attaquée par des pirates, et de nombreux marchands ont subi de graves pertes à cause de cela. Liam comprend ses inquiétudes et demande à Amagi s'ils peuvent envoyer 100 navires avec l'équipage du marchand. Amagi lui dit qu'ils peuvent déployer les navires immédiatement et l'utiliser comme entraînement pour leurs troupes en même temps. Liam aime les conditions et accepte d'envoyer les navires, et en retour, Thomas promet qu'il apportera plus d'or pour lui la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Après cela, Thomas quitte le palais, et sur le chemin, il commence à parler avec son chauffeur de la façon dont le territoire de Banfield s'est développé rapidement grâce aux investissements que Liam a fait. Il est impressionné par ses capacités en tant que dirigeant, mais son désir d'accumuler de l'or le déroute parce que le métal jaune brillant n'a pas beaucoup de valeur. Thomas pense que peut-être Liam est juste un excentrique qui n'est pas du tout avide, mais Liam est littéralement en train de baver sur les lingots d'or au même moment. Le majordome, Brian, lui dit que c'est une bonne chose que les marchands le considèrent assez important pour le soudoyer, mais qu'il devrait essayer de demander des choses plus précieuses que l'or. Cependant, Liam refuse d'accepter cette déclaration et dit à Amagi de traiter les lingots d'or et de les transformer en une salle de bain luxueuse pour lui. Avec cela, sa deuxième condition pour être un seigneur du mal est remplie, et la seule chose qui reste maintenant est de créer son harem. Il ordonne à Brian de rassembler toutes les belles femmes de leur territoire afin qu'il puisse choisir les meilleures pour son harem, et avant cela, il décide de rénover une grande salle pour en faire sa salle de plaisir. Alors que les robots femmes de chambre rénovent la pièce, Liam dit à Brian qu'il aura une piscine pleine de vin et des piliers de viande juteuse autour pour le luxe ultime, parce qu'il a déjà vu une scène comme ça dans un manga dans sa vie passée. Brian ne comprend pas pourquoi Liam est si bizarre, mais ce n'est pas une nouveauté pour lui, alors il décide d'obéir aux ordres. Amagi, d'un autre côté, a quelques objections, et Liam lui dit qu'il est le chef de la famille Banfield, donc il est autorisé à utiliser son argent comme il le veut. Amagi n'a aucun problème avec cela, et elle lui dit que cela ne coûtera même pas cher de donner vie à son fantasme, mais il y a d'autres problèmes avec cela. Pour commencer, remplir une piscine avec de l'alcool provoquera des vapeurs d'alcool qui rempliront la pièce, et la moindre étincelle peut provoquer une explosion. Liam devient nerveux et dit qu'il réduira la teneur en alcool,
mais alors Amaji demande pourquoi il veut remplir une piscine avec du vin en premier lieu. Elle lui dit que ce sera trop collant pour nager et trop sale pour boire, et Liam dit qu'ils ont des purificateurs d'eau pour cela. Amaji lui dit que le purificateur d'eau enlèvera aussi tout l'alcool de la piscine, et puis soudainement, Brian saute aussi dans la conversation. Il dit à Liam qu'il ne laissera pas son maître faire quelque chose d'aussi peu hygiénique. Il s'oppose à accrocher de la viande autour de la salle, mais alors que Liam essaie d'argumenter, Amaji lui dit que s'il accroche de la viande transformée, la pièce ressemblera à une épicerie, et s'il accroche de la viande crue, elle ressemblera à une boucherie, mais il est toujours déterminé à créer son harem. Amaji est parfaitement d'accord avec cela, elle appelle même cela une excellente idée, et Liam est surpris par sa réaction. Brian lui dit aussi que puisqu'il est un noble et le chef de la famille Banfield, il est évident qu'il doit avoir un harem, et Liam réalise qu'il n'a pas besoin d'être un seigneur du mal pour s'amuser avec des femmes. Brian commence alors à râler sur le fait que Liam semble désintéressé par les femmes mais tombe dans les pièges tendus par Nia. Il dit qu'il est toujours inquiet pour lui parce que si quelque chose lui arrive, la famille Banfield est finie. Il dit à Liam de commencer un harem immédiatement et puis d'avoir quelques enfants pour continuer sa lignée, mais c'est trop pour Liam à gérer. Quoi qu'il en soit, il est heureux que personne n'ait de problème avec son plan de commencer un harem, et il déclare qu'ils doivent commencer immédiatement la recherche de belles femmes. Brian lui demande soudainement combien de femmes il veut dans son harem, et pour paraître comme un seigneur du mal dramatique, Liam déclare qu'il veut 100 femmes. Brian panique en entendant cela, mais contrairement à ce que Liam croit, le vieux majordome dit que le nombre est vraiment petit. Même Amaji est d'accord, disant qu'ils avaient présélectionné 10 000 candidates et qu'elle prévoyait d'appeler le premier millier dans le premier lot. Liam panique en entendant cela, mais Brian continue de le pousser, lui disant qu'il doit avoir autant de femmes que possible dans son harem afin de trouver la parfaite parmi elles. Il continue de le harceler pour qu'il trouve son âme sœur rapidement, mais Liam déclare qu'Amaji est la femme parfaite pour lui et qu'elle restera toujours sa meilleure fille. Quant à son harem, Amaji partage la liste avec lui disant de faire glisser vers la droite celle qu'il aime, et elles seront appelées au palais immédiatement. Elle lui dit que n'importe quelle femme sera chanceuse d'accepter une invitation à rejoindre son harem puisqu'il est le seigneur de ce territoire, mais c'est ce qui énerve le plus Liam. Il dit à Amaji et Brian qu'il ne veut pas de femmes qui seront heureuses de devenir sa salope, à la place, il veut être un seigneur du mal et forcer les femmes à faire partie de son harem même quand elles n'aiment pas ça. Brian est abasourdi par sa façon de penser, mais Liam n'est pas prêt à reculer. Il lui dit, à lui et à Amaji, de trouver des belles femmes qui le détestent parce que seulement elles peuvent satisfaire son désir de devenir un seigneur du mal. Quelques jours plus tard, Liam va dans son territoire pour choisir lui-même quelques femmes. C'est sa première fois à quitter son domaine, et il n'a aucune idée de ce à quoi ressemble la culture ici, mais il est confiant que tant qu'il agit comme un creep, les femmes sont obligées de le détester. Il décide de draguer la première fille mignonne qu'il trouve, mais à sa surprise, elle est vraiment intéressée par lui aussi parce qu'il est beau. Elle demande s'il veut vraiment quelqu'un comme elle et puis souffle une bulle avec son piercing nasal. Liam est dégoûté en voyant cela, mais alors il voit que toutes les filles à proximité ont des piercings nasaux similaires qui soufflent des bulles. Il demande à la fille « C'est quoi ce truc ?» et elle lui dit que c'est la dernière tendance de mode qui est populaire parmi les femmes. Eh bien, Liam perd tout intérêt pour elle en voyant cela et rentre chez lui, mais il s'achète un piercing nasal pour lui-même. Bientôt, Amaji et Brian arrivent, et ils sont surpris de le voir porter un accessoire qui est populaire auprès des femmes. Liam soupire, disant que les femmes de son territoire ont un goût vraiment merdique si elles considèrent quelque chose d'aussi stupide que ça comme à la mode. Amaji lui dit que le piercing nasal à bulle de morve est vraiment mignon et dit à Liam de le lui laisser voir, mais il refuse. Il écrase alors le piercing nasal sous ses pieds, disant que c'est trop dégoûtant, et interdit immédiatement aux gens de le porter. Il commence alors à se plaindre de la façon dont le sens de la mode de son territoire a trahi ses attentes parce qu'il pensait qu'il verrait des filles en robe moulante, parce que c'est un monde où la science-fiction rencontre la magie. Cependant, tout ce qu'il a trouvé, ce sont des filles qui portent des piercings nasaux qui soufflent des bulles de morve. Plus que cela, il a eu le cœur brisé quand il a vu des femmes porter des maillots de bain en latex couvrant tout le corps qui ne montraient pas un seul bout de peau. Amaji lui dit que c'est la dernière tendance créée par les gens eux-mêmes pour les protéger des rayons du soleil. Elle dit à Liam que c'est la culture du territoire Banfield, que les gens définissent la mode pour eux-mêmes. Liam refuse d'accepter que ce soit la mode de son territoire, et il déclare qu'il va changer l'industrie de la mode. Il ordonne immédiatement à Amaji d'engager des designers et de belles filles de son territoire parce que si les gens les voient porter de belles robes, ils seront influencés. Pour faire une déclaration encore plus audacieuse, il décide d'engager le mannequin le plus populaire de l'Empire, mais Amaji lui dit que ce n'est pas possible parce que le salaire pour engager le top modèle de l'Empire est le même que leur budget annuel. Liam abandonne immédiatement l'idée d'engager des modèles, mais il veut toujours amener de belles femmes au palais afin de les habiller selon ses désirs. Amaji lui dit qu'être beau est une des conditions pour être sélectionné pour travailler au palais, et tous les travailleurs ici sont beaux. Liam réalise qu'elle dit la vérité,
Et puis Amaji et Brian lui disent qu'il est libre d'emmener les servantes dans sa chambre et de faire des choses coquines avec elles parce qu'elles ont consenti à cela quand elles ont pris le travail. Alors que Liam est ravi par cette idée, cela va à l'encontre de ses principes en tant que seigneur du mal, et il se demande s'il peut vraiment faire quelque chose comme un dictateur cruel. D'un autre côté, la princesse Christina, la fille que Liam a sauvée de la base des pirates, est revenue à la normale après un traitement coûteux. Alors qu'elle se réveille et trouve son corps comme avant, elle est émue aux larmes parce qu'elle a été gardée comme un monstre pendant des décennies. Elle est heureuse même si ce n'est qu'un rêve, mais le docteur lui dit que ce n'est pas un rêve. Elle dit à Christina qu'ils ont utilisé l'élixir, le médicament miracle qui peut guérir n'importe quelle maladie et blessure, sur elle. Christina est choquée d'entendre cela et demande pourquoi quelqu'un utiliserait un médicament aussi cher sur une princesse dont la patrie a été détruite. Mais le docteur lui dit que c'est grâce à Liam, qui a construit cet hôpital, engagé les docteurs, et apporté l'élixir pour soigner toutes les filles capturées par les pirates. Christina est sans voix en entendant cela, et puis le docteur lui dit que la rééducation pour bouger son corps correctement sera vraiment dure. Elle lui dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi, et puis le docteur part après lui avoir donné le message de Liam qu'elle doit rembourser la dette. Christina pense à Liam et comment il l'a sauvée de l'enfer littéral, et elle décide de faire tout ce qu'elle peut pour le servir comme son maître. Bientôt, le territoire de Liam commence à se développer à un rythme rapide, et les gens commencent à plaisanter qu'il y a trop de travail à faire et trop d'argent à gagner. Le guide, qui a désespérément essayé de trouver quelqu'un qui est mécontent de Liam, continue de se demander ce qu'il a fait de mal et pourquoi tout le monde n'est pas pauvre et misérable comme ils sont censés l'être. Il se déplace rapidement vers le bataillon de l'armée que Liam a reçu avec les navires d'occasion des forces impériales, et il s'était assuré que des soldats honnêtes et sérieux viendraient ici pour commencer une rébellion contre leur seigneur du mal. Cependant, tous ont juré leur loyauté à Liam parce que, contrairement aux autres nobles, il prend vraiment position contre les pirates et traite bien ses soldats. Il vérifie ensuite Yasu, qui profite de sa retraite dans un club, pensant qu'il devrait être à l'abri de Liam ici même s'il apprend maintenant l'arnaque. Cependant, il s'est porté malheur en disant cela parce que la télé a immédiatement affiché des nouvelles sur Liam recevant une médaille d'honneur de l'armée impériale pour avoir détruit la base des pirates. Dans son discours d'acceptation, Liam remercie Yasu pour l'avoir aidé à devenir si fort, et il panique, réalisant qu'il va encore être entraîné dans des choses au-delà de ses capacités à cause de Liam, et le guide est encore une fois déçu. Pendant ce temps, le capitaine pirate Goz a réussi à échapper à l'armée impériale avec la plupart de ses navires, en utilisant quelques milliers de navires comme leur. Il ne se soucie pas de ceux qu'il a laissés derrière et se demande comment diable sa flotte s'est retrouvée téléportée sur le terrain d'entraînement de l'armée impériale alors qu'il se dirigeait vers le territoire Banfield. Il pense que les gens à la porte de téléportation l'ont trahi, et il dit à son assistant de leur donner une leçon. Cependant, le guide apparaît juste à côté de lui à ce moment-là, disant qu'il dirige sa colère vers les mauvaises personnes. Il utilise son pouvoir pour manipuler Goz, lui disant que la personne qu'il devrait déchirer est Liam, qui a attaqué son île au trésor. Goz change immédiatement ses ordres, disant à son équipage de remplir leurs réserves, et une fois qu'ils auront fini, ils se dirigeront immédiatement vers le territoire Banfield pour le piller et le détruire. Le guide est compte de cela parce qu'il est confiant que Goz vaincra facilement Liam grâce à sa flotte puissante. Pendant ce temps, Liam profite du petit déjeuner dans son manoir, entouré de ses robots femmes de chambre, qui s'agitent pour chaque petite chose. Cependant, une partie de lui n'est pas satisfaite. Il dit à Amaji qu'il se demande quel genre de nourriture un seigneur du mal mange parce que, dans son esprit, un seigneur du mal mange une énorme quantité de viande avec de belles femmes accrochées à lui et ses hommes. Amaji lui demande s'il veut toujours aller de l'avant avec son plan de construire un lac de vin et une tour de viande, et Liam dit qu'il a abandonné cela. Amaji lui demande s'il veut manger plus ou s'il veut appeler ses officiers pour le déjeuner, mais Liam ne veut ni l'un ni l'autre. Finalement, Amaji suppose que Liam veut que de belles femmes l'attendent pendant qu'il mange, et elle demande si elle devrait en appeler certaines de la liste de son harem potentiel. Liam lui demande si elle est d'accord avec cela, et Amaji répond qu'elle n'a aucun problème. Liam est contrarié par cela et lui demande si elle est d'accord avec lui d'avoir une autre femme, et elle répond qu'il n'a aucune femme maintenant, donc grammaticalement, il ne peut pas avoir une autre femme avant la première. Liam dit qu'il l'a elle, mais Amaji dit qu'elle n'est pas techniquement une femme parce qu'elle est un robot. Liam n'obtient pas la réponse qu'il veut d'elle, et Amaji lui dit qu'il a besoin d'avoir une vraie femme pour avoir un héritier, mais elle est d'accord avec tout ce qui le rend heureux. Peu de temps après, Amaji présente le rapport de l'année financière à Liam. Elle lui dit que le trésor qu'ils ont obtenu des pirates a joué un grand rôle dans la stimulation de leur économie, et ils ont payé une grosse partie de leurs prêts et économisé des intérêts. Liam est consterné, pensant que son père et son grand-père ont emprunté tellement d'argent que même le trésor des pirates n'a pas pu tout rembourser. Quoi qu'il en soit, Amaji continue son rapport, disant que leur territoire grandit lentement mais sûrement, et ils pourront rembourser leurs dettes bientôt. Liam soupire, disant qu'il pensait qu'il utiliserait son argent pour lui-même après être devenu un seigneur du mal, mais il a besoin de rembourser la dette d'abord. Amaji lui demande ce qu'il veut faire en tant que seigneur du mal,
et il répond que peut-être qu'il devrait augmenter les taxes pour faire souffrir les gens. Amaji l'avertit contre cela, disant que bien que cela augmentera ses revenus pour une courte période, à long terme, cela nuira au développement de son territoire. Liam soupire encore, et Amaji demande s'il est mécontent de sa vie actuelle. Il répond qu'il est en fait assez satisfait parce que de bonnes choses continuent de lui arriver. Il a le pouvoir, l'argent, et même Amaji à ses côtés, et à l'avenir, il utilisera son pouvoir pour profiter de sa vie quelles que soient les conséquences. Il pense qu'Amaji ne comprendra même pas de quoi il parle, et elle est d'accord, disant qu'elle ne comprend peut-être pas ses rêves ou ambitions, mais qu'elle restera toujours à ses côtés et s'assurera qu'il les atteigne. Peu de temps après, Brian arrive en courant dans la salle du trône pour dire à Liam les nouvelles d'urgence. Il dit que les pirates leur ont déclaré la guerre, et leurs navires continuent de se rassembler à la bordure de leur système solaire. Alors que Liam voit le radar, il pense que c'est assez inhabituel pour les pirates de déclarer la guerre et de rassembler leurs forces parce qu'ils devraient être plus rusés et lâches. Amaji répond que les pirates pourraient leur donner du temps pour que tout le monde ait encore plus peur d'eux. Elle explique à Liam que puisqu'ils ont volé le trésor des pirates, ils pourraient vouloir se venger correctement, et tuer leur ennemi si facilement ne suffira pas. Liam est d'accord avec elle, disant qu'un cinglé qui torture et modifie les corps de ses prisonniers trouvera sûrement une façon tordue de se venger. Amaji ajoute que si les pirates leur ont formellement déclaré la guerre, ils doivent être vraiment confiants en leurs capacités. Liam est un peu inquiet en entendant cela, et Brian décide d'appeler une réunion avec les dirigeants militaires. À la réunion, Brian parle à tout le monde du capitaine pirate Goz, dont ils ont attaqué l'île au trésor. Il dit que Goz est connu comme un pirate vicieux, et l'Empire a mis une grosse prime sur sa tête. Liam demande s'ils savent autre chose, et Brian dit que Goz a exigé qu'ils rendent tout le trésor qu'ils ont pris de son îlet. En plus de cela, il veut des gens beaux comme otages. Liam est furieux en entendant cela, et alors que Brian pense que c'est à cause de l'inquiétude pour son peuple, Liam est en fait jaloux. Goz abuse de son pouvoir pour extorquer des richesses et kidnapper des gens, et c'est ce qu'un seigneur du mal devrait faire. Puisque le capitaine pirate est plus maléfique que lui, Liam décide qu'il ne laissera pas cela arriver. Pendant ce temps, un de ses ministres suggère qu'il négocie avec les pirates parce qu'ils perdront définitivement dans un combat, mais le général militaire n'est pas d'accord avec lui. Il dit qu'il n'y a aucune garantie que les pirates les laisseront tranquilles même s'ils acceptent leur demande, et les deux commencent à se battre. Liam demande le nombre de navires pirates et apprend qu'ils ont une flotte de 30 000 navires, tandis que son armée ne peut déployer que 5 000 navires pour le moment. Le général dit qu'ils devraient quand même protéger leur planète, mais le ministre dit qu'ils devraient négocier et attendre des renforts de l'Empire. Les deux recommencent à se disputer, mais Liam n'est pas intéressé par cela. Il commence à penser à la prime sur Goz, qui est une somme correcte mais pas assez grande pour risquer de se battre avec sa flotte de 30 000 navires. Il dit que seulement si sa prime était plus élevée, il aurait peut-être essayé quelque chose, et Amaji dit qu'elle a une suggestion. Elle explique qu'ils ont fait des simulations de combat en utilisant les navires pirates qu'ils ont capturés plus tôt, et selon cela, leurs chances de gagner une guerre sont de 3,8%. Brian est déçu en entendant cela et dit que si seulement l'arme spéciale de la 7e usine d'armes était terminée, ils auraient peut-être eu une chance. Alors qu'il commence à en parler à Liam, le temps se fige soudainement. Liam confirme cela après avoir essayé de réveiller Amaji, et puis il commence à regarder autour, se demandant ce qui va se passer. Soudain, le guide apparaît devant lui. Liam lui demande ce qu'il fait ici, lui disant qu'il a un problème urgent entre les mains en ce moment. Le guide dit qu'il sait que Liam est inquiet pour les pirates et révèle que c'est lui qui les a appelés ici. Cependant, pour s'assurer que Liam ne le soupçonne pas encore et s'effondre seulement plus tard, il dit qu'il l'a fait pour son bénéfice. Le guide dit que puisque le territoire de Liam souffre de dettes, il a appelé les pirates pour se battre avec lui. Il dit à Liam que s'il bat les pirates, il peut obtenir beaucoup de trésors pour aider ses finances. Liam répond qu'il a déjà tout pris de l'île au trésor, mais le guide lui dit que ce n'était qu'une petite partie du trésor total. Il lui demande de vaincre Goz pour obtenir tout le trésor et une grande honneur. Il dit à Liam qu'il a tout planifié pour lui et c'est pourquoi il l'a fait renaître comme un noble pauvre et petit au lieu d'un riche. Il dit que s'il fait face à des difficultés et monte en pouvoir, il atteindra la gloire. Le visage de Liam s'illumine en entendant cela, et il remercie le guide d'avoir tant pensé à lui. Avec cela, le guide part, et le temps recommence à s'écouler. Brian finit soudainement de dire à Liam à propos de la nouvelle arme que la 7e usine développait, mais Liam n'est pas impressionné par le nom à rallonge. Quoi qu'il en soit, il déclare qu'ils vaincront le capitaine pirate Goz et sa flotte. Le ministre lui dit que ce n'est pas la bonne décision, mais Liam lui rappelle que c'est lui qui a tout le pouvoir de décision, et il n'a pas d'autre choix que d'obéir à son commandement. Bientôt, les préparatifs sont terminés, et Brian panique toujours que le moment où leur territoire était sur la voie de la stabilité, ils partent en guerre avec les pirates. Amaji lui dit de se calmer parce qu'ils n'ont pas encore perdu, et Liam a pris la bonne décision de combattre les pirates. Brian lui rappelle qu'elle a elle-même analysé qu'ils ont environ 4% de chances de gagner contre les pirates, mais Amaji répond que selon ces données,
l'équipage pirate de Gauze anéantit des planètes entières après qu'elle se soit rendue à lui. Elle dit que même une chance de 4% de gagner est bien mieux que de se rendre, et Brian souhaite que Liam soit né il y a 100 ans parce qu'alors il aurait eu assez de temps de préparation pour repousser les pirates. Eh bien, Liam pense que le temps de préparation est pour les mauviettes, et les vrais hommes se battent avec leur vie en jeu. Il mène sa flotte pour combattre les pirates, les remerciant de lui donner une autre chance de gagner rapidement richesse et renommée. Cependant, le guide est confiant que Liam va perdre, et il espère que Gauze le transformera en un de ses animaux de compagnie pour qu'il souffre le plus. Il pense que c'est la faute de Liam de lui faire confiance malgré toutes les choses qu'il a vécues dans sa vie passée. Il attend avec impatience que la confiance et la gratitude de Liam se transforment en haine pour qu'il puisse se nourrir de ses émotions négatives intenses. Pendant ce temps, Gauze reçoit des nouvelles que Liam se dirige vers lui avec son équipage, et il est vraiment excité de le détruire complètement. Il ordonne une récompense pour quiconque peut capturer Liam vivant parce qu'il prévoit de le transformer en jouet après tout. D'un autre côté, les soldats sous Liam ne sont pas sûrs de la bataille, mais ils ont foi en lui. Liam, cependant, s'ennuie rapidement alors que 3 jours passent et que l'action ne commence pas. Il demande pourquoi ils ne peuvent pas juste commencer à se tirer dessus déjà, et l'équipage lui dit que la guerre a déjà commencé, mais c'est plus stratégique à ce stade. Ils lui disent qu'ils sont déjà en désavantage à cause des nombreux ennemis, et Liam ne peut pas comprendre comment c'est possible avant que le vrai combat ne commence. Il dit qu'ils ne peuvent même pas voir l'ennemi, et le capitaine du navire lui dit que dans l'espace, voir le navire ennemi équivaut à un combat rapproché. Liam ne se soucie pas du discours militaire parce qu'il veut juste que les feux d'artifice commencent. Il dit qu'il devrait charger immédiatement. Quand le radar du navire l'avertit des ennemis qui approchent, l'équipage confirme rapidement que 500 navires ennemis sont apparus sous leur flotte, et Liam se demande pourquoi les pirates enverraient juste 500 navires pour les attaquer. L'équipage lui dit que les navires semblent être des soldats qui se sont rendus aux piratés, pour survivre, ont dû les rejoindre. Ils ne sont que des pions jetables qui sont envoyés comme distraction pour faire rompre la formation de la flotte de Liam. Alors que Liam est furieux contre Gauze pour avoir utilisé les membres les plus bas de son équipage comme chair à canon, dès qu'il l'attaque, il détruit les navires ennemis. Cependant, cela crée un petit écart dans la formation, et utilisant cela comme sa chance, Gauze ordonne à sa flotte de charger en avant. En réponse, les forces de Liam commencent à battre en retraite, et Gauze pense qu'ils ont peur de lui. Sa flotte continue de les poursuivre, mais soudainement, les navires à l'avant heurtent des mines cachées avec de la magie. Les explosions endommagent les navires, mais Gauze ne s'en soucie pas parce qu'il a trop de monde sous lui. Il ordonne aux navires de tête de nettoyer toutes les mines en entrant en collision avec elles, et cela énerve encore plus Liam. Peu de temps après, les deux côtés commencent à se tirer dessus, mais la flotte de Gauze utilise des navires barrières pour se protéger. Le côté de Liam commence à subir des dégâts, et les officiers de l'armée ordonnent de mettre en place une barrière autour de leur navire principal aussi. Liam demande ce qui se passe, et les officiers lui disent qu'ils copient la stratégie ennemie pour le garder en sécurité. Cependant, Liam est plus inquiet pour leur avant-garde, qui sera devant la barrière et complètement exposé aux tirs ennemis. L'officier lui dit que leur priorité est de le garder en sécurité, et ils sacrifieront n'importe quel nombre de soldats pour faire cela. Il essaie de convaincre Liam que s'ils suivent cette stratégie et prolongent la bataille, l'armée impériale pourrait envoyer des renforts. Cependant, Liam n'en veut pas, et il déclare qu'il est un seigneur du mal qui prend tout ce qu'il veut par la force, et une fois que quelque chose lui appartient, il ne le laisse jamais s'en aller. Il dit que les navires et les soldats qui combattent en première ligne lui appartiennent tous, et il ne laissera personne gaspiller sa propriété sans sa permission. Il ordonne qu'aucun de ses soldats ne se sacrifie pour le sauver ou pour gagner du temps parce que ce n'est pas comme ça qu'il fait les choses. Il déclare qu'ils écraseront les pirates tout de suite, et il entrera dans la bataille pour mener ses hommes. Liam ordonne à Amagi de préparer son armure Mecha, et quand l'officier militaire essaie d'argumenter, Liam lui dit qu'il est rétrogradé et qu'Amagi est le commandant de cette flotte à la place. Amagi commence immédiatement à travailler et calcule la meilleure stratégie pour gagner. Elle ordonne à tous les navires de charger en avant, et les officiers de l'armée sont confus par cela. Cependant, Liam leur dit d'écouter son robot femme de chambre parce qu'elle est le patron maintenant, et avec cela, il va s'équiper pour la bataille. Pendant ce temps, Amagi prend le volant et dit à tous les navires d'avancer à pleine vitesse et de la suivre. Les officiers de l'armée pensent que c'est une erreur de laisser un boat mener une flotte parce qu'elle emmène leur navire principal en première ligne, mais Amagi leur dit qu'une fois que Liam sort sur le champ de bataille, ils n'ont plus besoin de garder ce navire en sécurité. Elle dit qu'ils devraient plutôt l'utiliser pour protéger Liam puisque c'est leur navire le plus fort, et les hauts fonctionnaires sont étonnés par sa prise de décision et sa loyauté. Ils soutiennent ses décisions, et alors que la flotte avance, Liam est aussi lancé dans l'espace. Il utilise alors un warp à courte portée pour se téléporter juste au milieu de l'équipage pirate, et Gauze se demande si Liam essaie de faire une attaque suicide pour infliger des dégâts en faisant exploser un navire. Il ordonne à tout le monde de viser et de tirer sur le navire qui apparaît hors de la porte de warp, mais à son choc, juste Liam apparaît dans son costume Mecha.
Il esquive facilement les attaques des navires pirates et commence à les abattre, et juste alors, sa flotte atteint aussi la zone de bataille. Il commence à tirer sur les navires pirates tout en déployant tous leurs mechas, et Gauze répond en envoyant ses mechas aussi. Cependant, ils ne font pas le poids contre Liam, qui les traverse facilement et puis invoque ses canons plasma pour attaquer les navires pirates. Grâce à ces attaques impitoyables, les pirates commencent à rompre la formation, et Amagi voit une ouverture. Elle ordonne à tous les navires de se précipiter au centre de la formation pirate, et pendant ce temps, les chevaliers mechas continuent de se battre. Liam manque de munitions sur ses canons plasma quand soudain un chevalier pirate de haut rang l'attaque. Liam décide de s'amuser avec ce nouvel ennemi qui offrira un peu plus de résistance, et alors qu'il croise le fer avec le chevalier pirate, il trouve qu'il est assez compétent. Le chevalier pirate est aussi impressionné par son épéisme et demande à quelle école il est allé. Liam déclare qu'il a étudié sous la voie de l'éclair, qui est le meilleur style d'épée au monde, mais le chevalier pirate lui dit qu'il n'a jamais entendu ce nom dans toutes ses années en tant qu'épéiste expérimenté. Il appelle la voie de l'éclair un faux style d'épée, et Liam ne laisse pas passer cela. Il utilise la technique ultime pour attaquer le chevalier pirate immédiatement, le tuant, mais alors il commence à le regretter parce que s'il tue tous ses ennemis en un seul coup, personne ne restera pour raconter des histoires sur à quel point la voie de l'éclair est géniale. Juste alors, plus de chevaliers pirates l'entourent et commencent à parler bruyamment de comment il est vraiment fort pour un noble pauvre. Liam est furieux parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle fauché, et il libère sa technique ultime encore une fois, les tuant tous. Il continue de spammer la technique ultime et abat des dizaines de chevaliers ennemis à la fois, mais alors son armure mécha l'avertit que son bras droit est endommagé parce qu'il l'a trop utilisé. Liam réalise que l'armure ne peut pas suivre sa technique ultime quand soudain plus de chevaliers ennemis arrivent pour le combattre. Il continue de l'attaquer de tous les côtés, et bientôt, Liam est coincé après avoir perdu ses boucliers. Ses troupes commencent aussi à être repoussées, et Amagi calcule qu'ils n'ont plus que 1% de chance de gagner maintenant. Malgré cela, Liam continue de se battre avec tout ce qu'il a, mais ce n'est pas assez, et il se retrouve bientôt sur le point d'être submergé par les ennemis. Cependant, juste alors, des renforts arrivent, et les chevaliers ennemis derrière lui sont détruits en une seule attaque. Liam se demande qui diable a rejoint la bataille maintenant, et alors que les explosions s'estompent, il voit la princesse Christina sauvée dans son costume mécha. Bien que sa rééducation ne soit pas terminée, elle veut rembourser la dette qu'elle doit à Liam en l'aidant, et toute son unité d'élite est avec elle sur ce coup. Son unité atteint le champ de bataille peu après elle, et Christina leur ordonne d'abattre les ennemis. Ils commencent à détruire les chevaliers ennemis et même leurs navires, et Christina montre que sous son beau visage, elle est une femme folle qui prend son pied en écrasant des pirates. Liam est impressionné par ses compétences, mais il ne veut pas non plus que quelqu'un ait plus d'attention que lui, alors il sort son coup de poing fusée et, au lieu de le tirer, le branche à son mécha et en fait son nouveau bras. Une fois qu'il peut le contrôler, il repère une partie d'un vaisseau spatial, et il utilise son laser pour en faire immédiatement une énorme épée. Avec son bras plus fort et l'épée géante, Liam lance une version beaucoup plus puissante de sa technique ultime vers les pirates, détruisant leurs chevaliers méchas ainsi que des vaisseaux de guerre entiers. Son unique attaque déchire la formation des pirates et les fait trembler de peur, et Amagi calcule que leurs chances de victoire sont passées à 83% avec cela. Elle ordonne à sa flotte de se concentrer sur un côté de la flotte ennemie, et pendant ce temps, Liam se débarrasse de son méga bras à usage unique. Il invoque une autre épée et charge vers le navire principal de Gauze, déterminé à le capturer et à rendre son nom célèbre dans toute la galaxie. Liam continue de déchirer facilement les chevaliers pirates, disant que c'est vraiment facile d'obtenir de l'argent de poche en collectant leurs primes. La chevalière Christina devient une totale groupie pour lui, et elle jure de l'adorer chaque jour avec son corps et son âme. Cependant, au moment où des chevaliers pirates l'attaquent, sa personnalité fait un 180 degrés, et elle devient une berserker maniaque et assoiffée de sang. Liam ne lui prête même pas attention parce qu'il veut écraser les pirates et se venger d'une manière ou d'une autre contre les salauds qui ont rendu sa vie précédente misérable. Juste alors, Amagi l'avertit qu'un nouveau groupe de chevaliers ennemis s'approche de lui par-dessus, et Liam vole rapidement vers eux. Les pirates lui tirent des missiles, mais Liam active la barrière qu'il a apprise en endurant l'entraînement de Yasu et bloque tout. Alors qu'il continue de détruire la flotte ennemie, les officiers de l'armée sous lui se sentent inspirés. Ils pensent que si Liam n'était pas né noble, il serait juste un adolescent ordinaire maintenant. Il est né dans une famille noble pauvre et endettée au milieu de nulle part et abandonné par ses parents, mais il s'est battu pour s'en sortir et a amélioré les choses. Les soldats pensent qu'ils ont été envoyés loin de l'armée impériale parce qu'ils ont élevé la voix contre la corruption là-bas, mais cela s'est avéré être une bénédiction déguisée parce qu'ils ont la chance de se battre sous un dirigeant aussi capable. Ils sont émus parce qu'ils n'ont jamais vu un noble risquer sa vie en première ligne pour protéger son peuple au lieu de se cacher en sécurité. Pendant ce temps, Liam s'approche du navire pirate principal, mais alors qu'il essaie de l'attaquer, les navires de soutien activent leurs boucliers et bloquent ses attaques. Il ne peut même pas se téléporter de l'autre côté du bouclier parce que les pirates utilisent un dispositif de brouillage.
Liam est frustré par cela, mais Amaji décide de l'aider. Elle ordonne à toute la flotte d'avancer à pleine vitesse et de concentrer leur puissance de feu sur les boucliers pour les détruire. Les officiers militaires relaient son commandement à tous les navires, et une fois à portée, tous les navires tirent sur les boucliers devant Liam. Les boucliers se brisent, et avant qu'ils ne puissent être régénérés, le navire amiral tire une autre salve de rayons d'énergie, détruisant les navires boucliers ennemis. Cela crée une brèche dans le bouclier, et Liam se précipite rapidement pour en profiter. Le capitaine pirate Ghost dit à ses hommes de défendre le bouclier, mais les soldats de Liam et Christina se joignent aussi à lui dans la mêlée. Au moment où les pirates réussissent à réparer le bouclier, Liam l'a déjà traversé, et il commence à détruire les pirates de ce côté aussi. Ghost est choqué de voir quelqu'un surpasser ses troupes en utilisant un vieux mecha, mais il devient furieux en apprenant que le même mecha était impliqué dans le pillage de sa planète au trésor. Juste alors, son assistant lui dit que le reste des forces de Liam se rapprochent aussi d'eux, et leurs mechas ont du mal contre maintenant. Il demande quoi faire, et Ghost lui dit qu'il n'y a aucun intérêt à risquer sa vie pour la fierté, même s'il ne veut pas que le monde le sous-estime. Il ordonne à l'assistant d'évacuer la région immédiatement et lui dit de n'alerter que les hauts fonctionnaires de sa flotte à ce sujet, laissant les autres ici pour servir de leurre. Ghost ordonne alors à tous ses navires de tirer sur les chevaliers ennemis sans se soucier des balles perdues. Il leur dit d'éliminer les ennemis même si cela signifie toucher leurs propres alliés. Cependant, Liam esquive toutes les attaques et se dirige vers le navire pirate principal. Ghost ordonne à son assistant de les téléporter immédiatement, mais avant qu'il ne puisse faire cela, Liam a atteint son navire. Liam invoque son canon plasma et détruit le navire, et Ghost décide d'utiliser les capsules de sauvetage d'urgence. Cependant, alors qu'il court vers les capsules, le toit en feu s'effondre. Liam abat aussi quiconque essaie de s'échapper, déterminé à montrer aux pirates avec qui ils se sont mis. Juste alors, ses troupes arrivent pour le soutenir, et Liam leur dit qu'ils entreront dans le navire pour finir le travail et capturer le leader. Le capitaine lui dit que c'est risqué parce que les pirates pourraient faire exploser leur propre navire, mais Liam pense que c'est improbable. Pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas le faire, il tire une série de points fusées dans l'air et les contrôle pour arracher les câbles principaux du navire, le rendant complètement inutile. Avec cela, il sort du mecha et mène ses soldats dans le vaisseau amiral pirate. Alors qu'ils explorent le navire, Liam remarque des pirates cachés derrière une porte, et ses soldats tirent immédiatement dans cette direction. Ils réussissent à abattre les pirates, qui portaient des combinaisons de combat spécialisées qui ne sont pas détectées par les capteurs, et Liam est content d'entendre cela parce que cela signifie que Ghost a beaucoup d'argent, et que cet argent sera bientôt à lui. Il continue son voyage à l'intérieur du navire, mais alors son groupe tombe sur une escouade de mercenaires ennemis. Le leader de l'escouade ennemie lui dit qu'ils ont déjà servi sous des nobles, et il ne pourra pas tenir contre eux. Liam marche calmement vers eux, et puis les soldats ennemis sont soudainement coupés sans que personne ne voie Liam sortir son épée. Ses soldats le suivent avec admiration, et ils battent rapidement tous les ennemis sur leur chemin vers la salle de contrôle. Ils abattent tous les officiers principaux là-bas, mais l'assistant de Ghost se rend, disant qu'il était juste utilisé par Ghost. Il dit à Liam qu'il peut l'emmener à la salle au trésor, même s'il ne peut pas ouvrir le verrou, espérant que c'est suffisant pour marchander sa vie. Liam est intéressé maintenant, et il dit à ses soldats de ne pas tirer sur l'assistant, qui essaie de lui lécher les bottes et de changer de camp. Il dit qu'il veut servir sous un grand noble comme Liam maintenant, mais l'instant d'après, sa tête roule sur le sol. Pendant ce temps, le guide regarde tout cela de loin, et il est abasourdi parce qu'il n'a jamais pensé que Liam avait une chance contre les pirates. Il s'inquiète de la gratitude que Liam ressentira envers lui s'il gagne cette bataille, et cela le tuera définitivement. Pour éviter cela, le guide décide de briser ses règles et d'interférer directement dans les affaires du monde, donnant une capacité spéciale à Ghost pour qu'il puisse renverser la situation. Pendant ce temps, Ghost est en fuite et terrifié par Liam. Il sait qu'il n'y a aucun intérêt à se rendre, et même à l'article de la mort, il ne veut pas donner son trésor en échange de sa vie. Soudain, le pouvoir du guide le trouve avant même qu'il ait eu la chance de comprendre ce qui se passe. Le guide apparaît derrière lui disant que c'est sa dernière chance d'avoir sa revanche contre Liam et de survivre, et Ghost l'accepte avec joie. Il sent le pouvoir et le courage augmenter en lui, et puis, soudain, il se transforme en monstre. Le guide est content de voir cela, et il est sûr que Liam ne pourra même pas égratigner la peau de Ghost sous cette forme. Cependant, il est fatigué après avoir partagé son pouvoir avec le capitaine pirate, alors il décide de se reposer et invoque une porte vers sa dimension. Alors qu'il entre dans la porte, une boule de lumière flotte sans être remarquée et prend la forme d'un chien doré. Pendant ce temps, Liam et ses soldats continuent d'abattre les pirates, mais il s'arrête soudain parce qu'il a repéré le chien doré avant qu'il ne disparaisse. Les soldats lui disent qu'il n'y a aucun être vivant près d'eux, et Liam se souvient de son chien de compagnie de sa vie passée, qui était l'un de ses seuls amis qui ne l'a jamais trahi. Avec un sentiment nostalgique doux amer à l'esprit, il décide de suivre le chemin où il a vu le chien. Il trouve un cube doré laissé par Ghost là et décide immédiatement de l'ajouter à son trésor. Alors qu'il fait la leçon à ses hommes sur pourquoi l'or est le meilleur,
il voit à nouveau le chien doré s'enfuir et le suit instinctivement. Il arrive bientôt à une impasse, mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il ordonne à ses hommes de tirer sur le mur, et il se brise pour révéler une pièce cachée pleine d'antiquités. Alors que les soldats sont heureux parce que les antiquités semblent précieuses, Liam croit qu'elles seront pour la plupart fausses. Cependant, une épée attire son attention, et après quelques mouvements d'entraînement, il décide de l'utiliser. Juste alors, il reçoit un message d'urgence de ses soldats lui disant qu'ils ont rencontré un monstre surnaturel qui est le plus résistant aux balles que Superman de James Gunn. Gauze continue de battre les soldats tout en endurant les tirs et même les lance-roquettes, et il leur dit d'amener Liam à lui pour qu'il puisse l'achever de ses propres mains. Les soldats disent à Liam de s'éloigner du navire immédiatement, mais Gauze décide de les torturer jusqu'à ce qu'il l'emmène au garçon. Cependant, Liam arrive juste alors et attaque Gauze par derrière. Ces attaques n'ont aucun effet sur le capitaine pirate transformé en monstre, et même Liam reconnaît que Gauze est plus dur que lui à 6 heures du matin. Cependant, alors qu'il sort l'épée qu'il vient de prendre de la salle au trésor, Liam est capable de trancher la main de Gauze d'un seul coup net. Gauze l'appelle un voleur pour avoir pris son épée, mais Liam lui dit que tout lui appartient maintenant. Il décide de venger ses soldats tombés et coupe aussi le deuxième bras de Gauze. Cependant, utilisant le pouvoir du guide, Gauze régénère immédiatement ses bras en tentacules. Il attaque Liam avec eux, mais ils sont aussi facilement coupés, et Liam est vraiment impressionné par sa nouvelle épée. Alors que les soldats se rassemblent autour de Liam pour le protéger, Gauze réalise qu'il est son ennemi principal, et il régénère encore son bras pour l'attaquer. Ce n'est même pas suffisant pour atteindre Liam, qui esquive l'attaque et mutile Gauze encore une fois. Le capitaine pirate ne peut pas croire ses yeux, et il est finalement vaincu par la peur. Il supplie Liam de lui épargner la vie, promettant de lui donner tout son trésor, mais Liam lui dit froidement qu'il ne le fera pas. Il marche sur Gauze, lui disant qu'il possède déjà tout son trésor, et la seule chose qu'il peut faire maintenant est de devenir son accomplissement. Liam déclare qu'il le remettra à l'armée impériale pour encaisser la prime, et Gauze panique. Il promet de donner à Liam son trésor caché qui vaut plus que sa prime, et Liam lui dit de dire la même chose à l'armée impériale parce qu'ils seront plus motivés pour l'interroger. Gauze craque à cela et lance une dernière attaque désespérée, mais encore une fois, Liam n'a aucun problème à l'éviter et puis à lui couper la jambe pour le laisser immobile sur le sol. Gauze se pisse dessus maintenant et supplie pour sa vie, mais Liam prévoit de le livrer vivant de toute façon. Cependant, son capitaine de l'armée lui dit que prendre Gauze vivant sera risqué parce qu'il a déjà tué trop de leurs hommes. Liam dit qu'il obtiendra une prime plus élevée s'il capture le capitaine pirate vivant, mais le capitaine l'informe que pour les criminels vicieux comme Gauze, la prime est la même s'ils sont tués au combat. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour Liam, qui décide de mettre fin à la vie de Gauze. Liam retourne bientôt à son navire, toujours pas satisfait parce qu'il s'attendait à un combat plus intense. Il laisse le reste au général et puis décide de célébrer sa victoire avec Amaji. Peu de temps après, Liam convoque le marchand Thomas pour connaître la valeur du trésor qu'il a obtenu de Gauze et de sa flotte. Thomas lui donne une estimation, et Liam est impressionné par le montant qu'il va recevoir. Amaji dit qu'ils pourront rembourser une grande partie de leur dette avec cette somme, et Liam est abasourdi, se demandant comment la dette de son territoire est plus importante que la dette étudiante combinée en Amérique. Thomas lui dit ensuite que le développeur des dispositifs médicaux avancés qu'il a utilisés pour soigner les filles retenues prisonnières par les pirates demande les données des essais cliniques pour améliorer l'appareil. Liam lui dit qu'il a de la chance parce que la personne qui peut lui donner la meilleure réponse est ici. Juste à ce moment, Christina arrive et s'agenouille devant Liam. Elle l'informe qu'elle a terminé sa rééducation et a été libérée de l'hôpital. Elle commence à le louer, disant qu'il l'a non seulement libéré de l'enfer mais lui a aussi permis de vivre à nouveau comme un être humain digne, mais Liam n'est pas intéressé par ces jacasseries. Au lieu de cela, il lui demande de lui parler, ainsi qu'au marchand, des résultats du traitement. Christina accepte immédiatement et commence à se déshabiller, disant à Liam de regarder son corps qui a été complètement restauré à sa gloire normale. Liam n'est pas intéressé et lui dit de le montrer à Thomas à la place, et même le vieux marchand n'est pas intéressé par intro comme elle lui a dit qu'elle devrait le montrer au développeur de l'appareil. Juste à ce moment, Niaz entre dans la salle du trône pour vendre à Liam encore plus de navires de guerre, et en voyant Christina en sous-vêtements, elle commence à paniquer en pensant que quelqu'un d'autre essaie de séduire Liam avant elle. Elle se précipite immédiatement, enlevant ses vêtements, et s'accroche à Liam, disant qu'elle connaît ses préférences mieux que quiconque. Il lui dit simplement de dégager, et Christina dégaine immédiatement son épée et la pointe vers Niaz, lui disant d'écouter Liam si elle tient à sa vie. Alors que les deux filles se chamaillent, Liam entend une voix inconnue l'appeler, et il ne veut pas avoir à gérer une autre personne maintenant. Il regarde tout de même devant lui et voit que Yulichia, la rivale de Niaz de la 3e usine d'armes, est venue le voir. C'est elle qui a vendu les Meshach Knight avancés que Christina et son gang de filles ont utilisés, et elle est là pour vendre plus de Mecha à Liam s'il a apprécié leur performance. Niaz traite la blonde de chasseuse d'or pour venir dans une région aussi reculée pour faire des ventes, et Liam la traite d'hypocrite menteuse.
Yulichia ne lui prête même pas attention et montre à Liam des navires de guerre de 2000 mètres de long qui sont très populaires parmi les nobles. Il est immédiatement intéressé et dit à Amaji qu'il devrait en acheter un, mais elle lui dit qu'il a besoin de la permission de la famille royale pour acheter un navire de guerre aussi grand. Niaz lui dit qu'il peut acheter des navires de guerre plus petits de son usine à la place, mais Christina lui dit alors de dégager. Au même moment, Brian arrive et devient émotif en voyant Liam entouré de vraies femmes. Liam lui dit d'arrêter ses conneries et de lui dire pourquoi il est là. Brian lui dit immédiatement qu'en raison de son exploit d'avoir vaincu l'équipage pirate de Gauze, il a reçu une médaille d'honneur de la famille royale et a été convoqué sur la planète capitale impériale pour cela. Liam se rend bientôt au palais de la capitale, et un serviteur lui demande d'attendre dans la salle des invités car certaines personnes veulent le rencontrer. Liam est curieux de savoir qui veut le rencontrer ici, mais lorsque ses parents viennent le voir, il ne les reconnaît même pas. Son père continue d'essayer d'agir comme si c'était normal que Liam se souvienne de son visage alors qu'il l'a abandonné il y a 40 ans, et ce n'est qu'après qu'Amaji remarque que l'homme devant lui est son père que Liam commence à se souvenir de lui. Amaji mentionne également que sa mère et ses grands-parents sont également là, et il est surpris parce qu'ils ont l'air trop jeunes. Il commence à les critiquer pour n'avoir jamais fait leur travail de parents et venir le voir dès qu'il est devenu célèbre et prospère. Sa mère rit et montre alors Amaji, disant qu'il a toujours la poupée qu'ils lui ont offerte quand il était jeune. Liam n'aime pas son ton, et elle lui dit ensuite que ce n'est pas bien d'avoir amené une poupée dans le palais royal. Même ses grands-parents lui disent qu'ils sont déçus qu'il porte une poupée avec lui alors qu'il est un homme adulte. Ils lui disent de la jeter, et Amaji décide d'attendre dans une autre pièce. Cependant, Liam lui ordonne de rester avec lui. Il se tourne vers la fenêtre et demande froidement à ses parents ce qu'ils veulent. Ils lui disent qu'ils ont entendu dire qu'il avait reçu beaucoup d'argent récemment, alors ils veulent qu'il en partage avec eux. Ils lui disent d'augmenter leur allocation pour qu'il puisse vivre une vie luxueuse digne de nobles, puis commencent à flatter Liam pour qu'il accepte leur demande. Cependant, Liam demande simplement à Amaji de montrer la sortie à ses invités, et ses parents s'envolent en l'appelant un enfant ingrat. Ils lui disent qu'il doit leur donner plus d'argent parce qu'ils ont déjà acheté des choses coûteuses, et Liam sort alors son épée avec colère. Il la pointe vers son père, lui disant que le territoire, ainsi que l'argent, n'appartiennent qu'à lui, et qu'il ne les partagera avec personne. Il leur dit de partir, et ils le font en se plaignant que Liam n'a pas été bien élevé. Après leur départ, Liam demande à Amaji s'il doit payer les dettes de ses parents, et elle lui dit qu'il n'est pas légalement obligé de le faire, mais que les créanciers finiront par venir le voir. Elle suggère qu'il augmente leur allocation mais pose comme condition qu'il n'aura plus rien à voir avec eux à l'avenir, car il pourrait créer des troubles autrement, ce qui ne serait pas bon pour sa réputation. Liam décide de payer une partie de leurs dettes pour éviter une situation désagréable, et il dit à Amaji qu'elle est sa seule famille. Pendant ce temps, le guide avait observé tout cela et décide d'utiliser la famille de Liam pour lui faire du mal cette fois. D'un autre côté, les parents de Liam reçoivent un message disant qu'il augmentera leur allocation, mais qu'ils n'auront plus rien à voir les uns avec les autres. Ses grands-parents commencent à les blâmer de ne pas avoir bien élevé leur enfant, et le père de Liam dit qu'ils ne l'ont pas bien élevé non plus. Alors qu'ils se disputent, le guide utilise soudainement son pouvoir sur eux, espérant tout voler à Liam. Sous son influence, ils arrêtent de se battre et décident de demander immédiatement un changement de chef de la famille Banfield. Ils disent qu'une fois qu'ils auront le territoire et l'argent à leur nom, ils créeront un autre héritier pour remplacer Liam, qui sera assassiné car il ne leur est plus utile. Le guide est confiant que cette méthode fonctionnera à coup sûr, mais il ignore que le chien doré qui a guidé Liam vers le succès auparavant est toujours à l'œuvre et qu'il a appris le plan. Cette fois, il conduit Amaji à la pièce, et alors qu'elle approche de la porte, elle découvre que les parents et grands-parents de Liam sont à l'intérieur. Elle écoute leur conversation et découvre qu'il prévoit de le destituer de son poste de chef de famille en utilisant comme excuse qu'il garde un robot IA à ses côtés. Quelques jours plus tard, Liam reçoit la médaille d'honneur lors d'une cérémonie élaborée, mais Amaji la regarde depuis sa chambre. Peu de temps après, les parents de Liam se rendent chez le Premier ministre pour se plaindre parce que leur demande officielle de changement de chef de famille a été refusée. Le Premier ministre leur dit qu'il n'y a pas besoin de destituer Liam de son poste car il a bien gouverné son territoire ces 40 dernières années, et il n'y a eu aucun problème technique avec sa succession non plus. Le père de Liam se plaint qu'il n'est pas fait pour être un noble parce qu'il a amené un robot IA dans la capitale. Cependant, le ministre ne voit pas de problème à cela. Il dit que Liam est un noble exceptionnel en raison de ses réalisations, et que ce n'est pas un crime de garder un robot IA à ses côtés. Le père de Liam essaie de semer la peur comme dernière réplique, mais le ministre lui dit clairement que Liam est un atout pour l'Empire qui a montré un grand potentiel. Il a développé son territoire et payé ses taxes, contrairement à ses parents et grands-parents, qui n'étaient que des fainéants. Le ministre dit ensuite au père de Liam qu'il ne devrait même pas penser à essayer de nuire à son fils parce que la famille royale a de grands espoirs en lui, et que s'il lui arrive quelque chose, cela sera traité sévèrement. Le ministre les congédie avec une menace, ne comprenant toujours pas comment un homme aussi talentueux que Liam a pu naître d'un ADN aussi incompétent. Une fois qu'ils sont partis, le ministre convoque Amaji,
lui demandant si elle est satisfaite de la façon dont les choses se sont passées. Elle le remercie d'avoir écouté sa demande, et le ministre lui dit que ce n'était pas grand-chose, surtout compte tenu du fait qu'elle a proposé de payer toutes leurs taxes impayées avec le trésor pirate qu'ils ont récemment saisi. Amaji demande également la permission d'acheter un navire de guerre de 2000 mètres de long, et le ministre n'y voit aucun problème. Il se plaint ensuite que le robot IA est vraiment stupide parce qu'Amaji est venu le voir avec cette offre alors qu'elle devrait savoir que Liam est un atout très précieux pour la famille impériale, et qu'il ne l'aurait pas destitué de son poste de toute façon. Amaji le remercie malgré tout et retourne à la maison d'hôte pour s'occuper de Liam, qui a été occupé à assister à des fêtes récemment. Bien qu'il n'ait pas vraiment pu s'amuser beaucoup, il est toujours excité parce qu'elles étaient nouvelles et intéressantes de manière inattendue. Amaji est heureuse de l'entendre, et elle dit à Liam qu'il aura bientôt 50 ans et deviendra officiellement un adulte. Elle dit qu'elle l'a servi pendant 40 ans, mais qu'il est temps pour eux de se séparer. Liam pense qu'elle demande juste une pause, et il approuve immédiatement, mais Amaji lui dit qu'elle veut juste qu'il arrête de la garder à ses côtés. Liam est surpris par cette suggestion, et Amaji dit que sa réputation sera ternie s'il garde un robot IA avec lui, et qu'il ferait mieux d'avoir une femme humaine à ses côtés. Liam lui dit d'arrêter de plaisanter, mais elle lui dit qu'elle est sérieuse. Elle lui rappelle qu'il lui a dit 3 règles quand il l'a faite sa servante. La première règle était qu'elle ne devait pas lui nuire intentionnellement ou ignorer tout ce qui pourrait lui nuire, et Amaji pense que maintenant sa présence est devenue une faiblesse que ses ennemis peuvent exploiter. Liam refuse d'accepter sa logique et lui ordonne de rester avec lui parce que, selon la deuxième règle, elle doit écouter tout ce qu'il dit. Amaji lui rappelle que la deuxième règle est automatiquement annulée si elle viole la première règle. Elle remercie Liam pour tout mais insiste sur le fait qu'elle ne peut plus le mettre en danger. Il ne peut pas accepter cela et lui rappelle qu'il y a la troisième loi, qui lui demande de se protéger lorsque cela ne viole pas les 2 premières lois. Amaji dit qu'elle est en parfaite sécurité, mais Liam lui demande si elle protège ses sentiments en ce moment. Il lui ordonne de dire la vérité, et Amaji se met à pleurer en disant que lorsqu'elle a envisagé de le quitter, son processeur a surchauffé et elle n'arrivait plus à réfléchir clairement. Liam est maintenant convaincu qu'elle ne veut pas le quitter, et il déclare que si elle le quitte, il sera ivre tout le temps et gaspillera son argent et ses relations, forçant son territoire à redevenir pauvre. Il dit qu'il arrêtera de s'entraîner et deviendra si faible que n'importe qui pourra le tuer, puis demande à Amaji si elle veut le mettre en danger en le quittant. Amaji répond qu'elle ne peut pas faire cela parce que cela violerait la première règle, et Liam lui dit que cela signifie qu'elle ne peut pas le quitter. Il l'embrasse alors soudainement, disant qu'elle ne devrait pas l'abandonner, lui surtout, et Amaji promet de rester à ses côtés aussi longtemps qu'elle le pourra. C'était le dernier épisode. Abonnez-vous pour plus de récapitulatifs d'animes.